Vous avez 48 heures pour sortir, et ne comptez pas sur qui que ce soit pour vous sauver. Les mots résonnaient dans le petit salon, tandis que Dorothy Williams serrait l'avis d'expulsion de ses mains tremblantes. À 73 ans, elle avait survécu à la ségrégation, à la pauvreté et à des décennies passées à accueillir des enfants que personne d'autre ne voulait. Mais elle n'avait jamais imaginé que sa propre famille serait celle qui la détruirait. Son mari Samuel, âgé de 76 ans et atteint de diabète, était assis dans son vieux fauteuil inclinable, le regard fixé sur son neveu Marcus, partagé entre l'incrédulité et le chagrin. Cette maison appartient à notre famille depuis 40 ans, Marcus. C'est ici que nous t'avons élevé. Marcus Williams se tortillait d'inconfort. Son costume de marque détonnait dans cette maison modeste, tapissée de photos de famille accumulées au fil des décennies. Écoutez, oncle Sam, tante Dorothy, je suis désolée que les choses se passent ainsi. Mais maman nous a légué cette propriété, et mes frères et sœurs et moi, nous avons besoin d'argent. Le marché immobilier est en pleine effervescence. Ce que Marcus n'a pas dit, mais qui planait comme une ombre sur la pièce, c'est que lui et ses frères avaient toujours éprouvé du ressentiment envers leur tante et leur oncle pour l'attention qu'ils portaient à ces enfants placés en famille d'accueil. Tout ce temps, cette énergie et cet argent gaspillés pour des inconnus, alors qu'ils auraient pu être consacrés à leur véritable famille. La voix de Dorothy s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. Où sommes-nous censés aller? Il existe des programmes pour les personnes de votre âge. Des résidences pour aînés. Vous trouverez bien quelque chose. Mais voilà ce que Marcus ignorait, ce que toute la communauté n'avait jamais vraiment compris au sujet de Samuel et Dorothy Williams. Et honnêtement, comment aurait-on pu l'espérer? Tout le monde pensait connaître ce couple de personnes âgées noires qui vivaient paisiblement sur Maple Street depuis 40 ans, accueillant les enfants abandonnés par les services sociaux. Salut, où que vous soyez, j'espère que vous êtes bien installés car vous allez entendre une histoire qui va bouleverser votre vision de la famille, du sacrifice et de ce que signifie vraiment aimer inconditionnellement. Croyez-moi, quand j'aurai fini de vous raconter ce qui s'est passé lorsque ces avis d'expulsion ont été signifiés, vous comprendrez pourquoi toute une communauté a dû revoir complètement ses idées reçues sur la famille Williams. En réalité, la plupart des gens voyaient Samuel et Dorothy comme un simple couple de personnes âgées qui peinaient à joindre les deux bouts. Ils voyaient les enfants placés en famille d'accueil aller et venir au fil des ans, et pensaient que tout se résumait aux allocations mensuelles de l'État. Ils voyaient la maison modeste, la vieille voiture, la façon dont Dorothy découpait soigneusement les coupons de réduction à l'épicerie, et ils en tiraient des conclusions. Mais ils n'ont jamais vu les photos de remise de diplômes cachés dans la boîte à bijoux de Dorothy. Ils n'ont jamais su pour les appels nocturnes d'adultes accomplis qu'il appelait encore « Maman Dorothy ». Ils n'ont jamais compris que ce couple avait passé 40 ans non seulement à héberger des enfants, mais aussi à transformer des vies d'une manière qui rendrait la suite digne d'un film. Je m'appelle Sarah Chen et je couvre l'actualité locale pour le Journal du Coin depuis 15 ans. Ce mardi matin-là, je pensais simplement faire un reportage sur une expulsion de routine quand j'ai reçu l'appel concernant ce qui se passait rue Maple. J'étais loin de me douter que j'allais assister à quelque chose qui allait me redonner foi en l'humanité et bouleverser toutes mes certitudes sur la répartition du pouvoir dans notre petite ville. Voici l'histoire de Samuel et Dorothy Williams, passés du statut de victime impuissante à celui de figure emblématique de ce qu'une voisine a qualifié de « plus belle démonstration d'amour » qu'elle ait jamais vue. Tout a commencé lorsqu'une jeune femme en BMW s'est arrêtée devant chez eux au moment même où Marcus s'éloignait après avoir remis l'avis d'expulsion. Mais permettez-moi de commencer par le début, car il est essentiel de comprendre qui étaient réellement Samuel et Dorothy Williams avant de pouvoir apprécier l'ampleur de ce que leur famille s'apprêtait à accomplir. Samuel Williams avait grandi dans la pauvreté, dans l'Alabama rural. Fils de métayer, il avait appris que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à ses possessions, mais à la façon dont il traitait ceux qui ne pouvaient rien lui apporter. Il rencontra Dorothy lors d'une réunion paroissiale en 1971. Elle était tout ce qu'il avait toujours désiré. Belle, certes, mais surtout, elle avait un cœur qui semblait fait pour prendre soin des autres. Ils se marièrent en 1972 et passèrent les 5 premières années de leur mariage à essayer d'avoir des enfants. Après plusieurs fausses couches et des traitements de fertilité infructueux qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ils prirent une décision qui allait marquer leur vie à jamais. S'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants biologiques, ils ouvriraient leur foyer à des enfants qui avaient besoin de parents. Leur premier enfant placé en famille d'accueil fut Tommy, un garçon blanc de 8 ans que sa mère avait abandonné dans une station-service. L'assistante sociale qui leur amena fut franche quant aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer. « Certaines personnes ne comprendront pas, » dit-elle. « Une famille noire qui accueille un enfant blanc. Êtes-vous préparé à cela ?» La réponse de Dorothy fut simple.
ce bébé a besoin d'amour. Nous avons de l'amour à donner. Tout le reste n'est que du bruit. Tommy resta 6 mois avant de retrouver une grand-mère dont ils ignoraient l'existence. Mais durant ces 6 mois, Samuel et Dorothy eurent une révélation. Ils ne se contentaient pas d'offrir un toit temporaire. Ils pansaient les blessures, redonnaient confiance en eux et montraient à ces enfants rejetés par le monde qu'ils avaient de la valeur. Pendant les 35 années suivantes, ils ont accueilli 47 enfants en famille d'accueil. Certains sont restés quelques semaines, d'autres des années. Ils en ont adopté 12, faute de trouver une autre famille. Les allocations de l'État les aidaient à couvrir les dépenses essentielles, mais Samuel travaillait à temps plein à l'usine et Dorothy faisait le ménage pour que ses enfants ne manquent de rien. Pas seulement de quoi manger et se loger, mais aussi de cours de musique, de matériel de sport, d'aide aux devoirs, et surtout, de quelqu'un qui croyait en eux quand personne d'autre ne le faisait. Le voisinage observait ce défilé d'enfants avec des réactions diverses. Certains voisins se montraient solidaires, apportant des repas à l'arrivée des nouveaux enfants ou proposant leur aide pour les transports. D'autres étaient moins compréhensifs, notamment face aux tensions raciales. Un couple noir élevant des enfants blancs appelant une femme noire « maman ». La situation a bousculé les habitudes de chacun, et certains n'ont pas toujours su la gérer avec tact. Mais Samuel et Dorothy n'avaient pas le temps de se soucier du confort des autres. Ils étaient trop occupés à élever des enfants que tous les autres avaient abandonnés. Des enfants qui arrivaient chez eux en colère, traumatisés, persuadés que l'amour était conditionnel et l'abandon inévitable. Marcus Williams avait grandi en observant tout cela de loin. Sa mère, la sœur de Samuel, avait toujours gardé une distance polie avec la famille de son frère. Elle venait passer les fêtes, apporter des cadeaux à Noël, mais elle n'avait jamais vraiment compris pourquoi Sam et Dorothy s'obstinaient à se préoccuper des problèmes des autres, alors qu'ils auraient pu se concentrer sur leur propre famille. Marcus a hérité non seulement des biens immobiliers de sa mère, mais aussi de son ressentiment latent quant à la façon dont sa tante et son oncle choisissaient d'utiliser leur temps, leur énergie et leur argent. Lorsque sa mère est décédée il y a 2 ans et a légué la maison à sa famille, Marcus et ses frères et sœurs ont vu l'occasion de réaliser enfin un profit sur un bien immobilier dont la valeur avait considérablement augmenté au fil des décennies. Ils ont attendu que le diabète de Samuel s'aggrave et que l'arthrite de Dorothy l'empêche de travailler. Ils ont attendu que le couple paraisse le plus vulnérable, le plus isolé. Après tout, la plupart de ces enfants placés en famille d'accueil avaient quitté le nid depuis longtemps, menant leur propre vie. Qui allait se battre pour un couple de noirs âgés, sans enfants biologiques et sans ressources apparentes. C'est ce que pensait Marcus en s'éloignant après avoir remis l'avis d'expulsion, calculant déjà mentalement la rapidité avec laquelle il pourrait mettre la maison en vente. Le boom immobilier leur permettrait probablement d'en tirer 3 fois la valeur que sa mère avait acquise en héritant de sa part. Ce que Marcus n'a pas vu en s'éloignant, c'est la jeune femme blanche dans la BMW qui était assise au bout de la rue et qui avait observé toute la scène. Rebecca Morrison, 28 ans, cadre marketing accompli, et la fillette de 7 ans, apeurée et en colère, arrivée chez les Williams 15 ans auparavant, persuadée qu'elle était indigne d'amour et condamnée à une vie d'institution et de famille d'accueil. Depuis 10 ans, Rebecca appelait Samuel et Dorothy tous les dimanches. Elle leur envoyait de l'argent chaque mois pour les aider à payer leurs frais médicaux. Elle avait prévu de leur faire la surprise d'une visite le mois prochain pour l'anniversaire de Dorothy. Au lieu de cela, elle était sur le point de passer un coup de fil qui allait tout changer. Assise dans sa voiture, Rebecca observait Dorothy par la fenêtre, serrant contre elle son avis d'expulsion. Elle sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Des noms que Marcus Williams n'avait jamais entendus, des noms qui représentaient un réseau d'amour et de loyauté tissé pendant 40 ans. Elle a commencé par Michael. Mike, c'est Rebecca. Nous avons un problème. Michael Torres a répondu à la première sonnerie. À 31 ans, il était le plus jeune associé de son cabinet d'avocats à Atlanta, spécialisé en droit immobilier et en droit de la famille. Mais 15 ans auparavant, il était Miguel, un garçon de 10 ans dont le père avait été expulsé et la mère décédée d'une overdose, le laissant livré à lui-même dans le système de famille d'accueil. Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix prit aussitôt un ton protecteur. Rebecca n'appelait jamais sauf en cas d'urgence. Ils essaient d'expulser maman et papa. Le neveu de Samuel vient de leur remettre les papiers. 48 heures. Le silence à l'autre bout du fil dura exactement 3 secondes. Puis la voix de Michael devint glaciale, d'une façon qui aurait rendu ses adversaires très nerveux. Envoie-moi tout ce que tu sais par SMS. Je passe quelques coups de fil. Rebecca appela ensuite David, qui m'a Seattle.
David dirigeait désormais sa propre entreprise de construction, mais il avait été cet adolescent colérique de 13 ans arrivé chez les Williams après que sa famille adoptive eut décidé qu'elle ne pouvait plus gérer ses problèmes de comportement. Samuel avait passé 2 ans à lui apprendre à canaliser cette colère de manière constructive, à construire au lieu de détruire. « Dave, je veux que tu t'assoies. » Le temps que Rebecca finisse d'expliquer la situation, David consultait déjà les informations de vol sur son ordinateur portable. « Je peux être là demain soir. »« Mais Becca, tu en es sûre ? Je veux dire, légalement, il pourrait avoir le droit de... » « Dave. » La voix de Rebecca interrompit ses préoccupations pratiques. « Tu te souviens de ce que papa nous disait toujours ? La famille, ce n'est pas une question de sang, de loi ou de ce qui est écrit sur un papier. C'est une question de présence. » La voix de David s'adoucit. « Je serai là. » Le troisième appel était destiné à Amanda Chen, l'ancienne sœur adoptive de Rebecca, devenue docteur Amanda Chen, chef du service de pédiatrie d'un hôpital pour enfants à Chicago. Amanda avait passé 5 ans chez les Williams, arrivant traumatisée à l'âge de 8 ans après le décès de ses parents dans un accident de voiture, sa famille élargie ayant jugé qu'elle représentait une trop grande responsabilité. « Mandy, je te demande d'annuler tout ce que tu as prévu pour ce week-end. » Pendant que Rebecca passait des coups de fil, Samuel et Dorothy étaient assis dans leur salon, l'avis d'expulsion étalé sur la table basse entre eux comme une sentence de mort. Dorothy le relisait sans cesse, comme si les mots pouvaient changer à force de les fixer. « Marcus a peut-être raison, » dit Samuel à voix basse. « Il est peut-être temps pour nous de déménager dans une résidence pour personnes âgées. Nous vieillissons, Dorothy. Cette maison devient de plus en plus difficile à entretenir. » Dorothy regarda son mari avec la même expression qu'il y a 40 ans, lorsqu'il avait suggéré qu'ils étaient peut-être trop vieux pour accueillir des enfants en famille d'accueil. « Samuel Williams, cette maison n'est pas qu'une construction de bois et de briques. C'est ici que nous avons élevé nos enfants. C'est ici que Tommy a appris à faire du vélo dans le jardin. C'est ici que Michael a fait ses devoirs à la table de la cuisine tous les soirs pendant 3 ans. C'est ici qu'Amanda a fêté son premier anniversaire après la mort de ses parents. » Samuel se pencha et prit la main de sa femme. Son arthrite lui raidissait les doigts, mais sa poigne restait ferme. « Je sais, chérie. Mais que pouvons-nous faire ? Marcus a la loi de son côté. Nous n'avons pas d'argent pour des avocats ni pour aller ailleurs. » Ce que Samuel ignorait, c'est que Michael Torres était déjà au téléphone avec ses associés, usant de son influence et sollicitant des faveurs. Ce que Dorothy ignorait, c'est que David Kim mettait à profit ses relations dans le secteur du bâtiment pour obtenir une évaluation immobilière en quelques heures. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Amanda prenait des dispositions pour qu'ils bénéficient tous deux d'examens médicaux complets et d'une aide à domicile, car elle avait constaté lors de sa dernière visite que la gestion du diabète de Samuel n'était pas optimale et que Dorothy dissimulait à quel point son arthrite affectait son quotidien. Mais Marcus Williams n'était au courant de rien non plus. Pour lui, il venait de régler un vieux problème familial de manière efficace et légale. Ses frères et sœurs le pressaient depuis des mois de faire quelque chose concernant la situation, avec l'oncle Sam et la tante Dorothy. La valeur des propriétés dans ce quartier ne cessait d'augmenter, et la part de leur mère dans la maison représentait un héritage important qui restait inexploité. Marcus ne se considérait absolument pas comme le méchant dans cette histoire. Son oncle et sa tante vieillissaient, avaient visiblement des difficultés financières et seraient probablement mieux lotis dans un établissement spécialisé. Les enfants qu'ils avaient accueillis au fil des ans avaient quitté le nid depuis longtemps et menaient leur propre vie. Sam et Dorothy n'avaient aucun soutien sur lequel s'appuyer. De plus, se dit Marcus, ils avaient offert à l'oncle Sam et à la tante Dorothy 40 ans de logement quasiment gratuit. C'était plus que généreux. Il était temps maintenant que la famille profite de l'investissement de leur mère. Ce soir-là, Marcus appela son frère Jérôme à Détroit pour le tenir au courant de la procédure d'expulsion. « Ça s'est mieux passé que prévu, » dit-il, installé confortablement dans son salon, dans sa maison de banlieue. Ils ont semblé comprendre qu'il s'agissait simplement d'une affaire commerciale. Jérôme, de 2 ans son aîné et encore plus désireux de toucher leur héritage, était ravi. « Tant mieux. J'avais peur qu'ils s'y opposent ou qu'ils en fassent toute une histoire. » Comment étaient-ils ? Bouleversés ? Eh bien oui, ils étaient contrariés. Mais ce sont des gens pragmatiques. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ce que Marcus n'avait pas dit à son frère, c'était le moment qu'il avait marqué depuis son départ de chez sa tante et son oncle. En se dirigeant vers sa voiture, il avait jeté un coup d'œil en arrière et aperçu Dorothy par la fenêtre,
qui décrochait délicatement une photo encadrée de la cheminée. De si loin, il ne pouvait pas distinguer ce que représentait la photo, mais la tendresse avec laquelle elle la manipulait, la façon dont elle la serrait contre sa poitrine un bref instant, lui avait inspiré une émotion qu'il préférait ne pas trop analyser. Marcus a refoulé ce sentiment. Il s'agissait d'assurer l'avenir financier de sa famille. Ses propres enfants approchaient de l'âge d'entrer à l'université, et l'argent de la vente de la maison de l'oncle Sam pourrait véritablement changer leur vie. Parfois, il fallait prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Pendant ce temps, Rebecca passait la soirée dans sa chambre d'hôtel, coordonnant ce qui commençait à ressembler à une opération militaire. La conversation de groupe qu'elle avait créée bourdonnait de messages à mesure que leurs frères et sœurs d'accueil se manifestaient. Jennifer Walsh de Denver, je viens de voir vos messages. Je peux venir en voiture ce soir. J'arrive vers 2 heures du matin. Carlos Rodriguez, de Phoenix, je pars demain matin à la première heure. Papa et maman ont intérêt à être prêts à recevoir de la visite. Tommy Morrison de Nashville, j'essaie de vous joindre. Je viens de raccrocher avec papa. Je conduis toute la nuit. Personne ne touche à notre famille. À minuit, Rebecca avait reçu la confirmation de 11 de leurs frères et sœurs d'accueil. Certains habitaient à proximité et pouvaient venir en voiture. D'autres prenaient l'avion, traversant le pays. Tous rentraient chez eux pour être aux côtés de ceux qui les avaient soutenus quand personne d'autre ne l'avait fait. Mais Rebecca savait aussi que sa simple présence ne suffirait pas. Marcus avait qualité pour agir en justice, et l'émotion seule ne pouvait pas faire pencher la balance du droit de propriété. Il leur fallait une stratégie, des ressources et un moyen de pression. Surtout, ils devaient comprendre précisément ce que Marcus et ses frères et sœurs préparaient et comment contrer leurs agissements sur le plan légal. C'est alors qu'elle se souvint de quelque chose que Dorothy avait mentionné lors de leur dernier appel. Il était question de papiers que Samuel avait entreposés à la cave, des documents datant de leur emménagement. Dorothy s'inquiétait pour la sécurité de ces documents importants et avait demandé à Rebecca s'il était possible de louer un coffre-fort. Rebecca prit ses clés. Il était temps d'examiner ces documents de plus près, car elle pressentait que cette affaire immobilière cachait bien des choses que Marcus Williams ignorait. Et si elle avait raison, Marcus allait bientôt découvrir que sous-estimer la famille Williams, qu'elle soit de sang ou de cœur, était une erreur qu'il regretterait toute sa vie. À minuit 47, Rebecca utilisa la clé que Dorothy lui avait donnée des années auparavant pour entrer dans la maison où elle avait appris ce que signifiait réellement l'amour inconditionnel. Samuel et Dorothy dormaient, mais elle entendait la respiration difficile de Samuel depuis leur chambre. Son diabète s'aggravait nettement, ce qui rendait cette menace d'expulsion non seulement cruelle, mais aussi potentiellement dangereuse. Elle descendit au sous-sol, traversant silencieusement la maison qui recelait plus de souvenirs que n'importe quel musée. La table de la cuisine où Michael lui avait appris la division. Le salon où David leur avait enfin parlé de ses cauchemars après les sévices de ses parents biologiques. Le perron où Amanda avait pleuré pendant 3 heures le jour où ses grands-parents biologiques l'avaient rejetée, la jugeant trop chinoise pour s'intégrer à leur famille. Au sous-sol, elle trouva la boîte de documents qui inquiétait Dorothy. Titres de propriété, contrats d'hypothèque, documents d'assurance et autres choses qui fit s'emballer le cœur de Rebecca. Un testament. Non pas celui de la mère de Marcus, mais celui du père de Samuel, datant de 1983. Tandis que Rebecca lisait le document à la lumière de son téléphone, elle commença à sourire pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Marcus Williams pensait avoir tous les atouts en main, mais il venait de commettre l'erreur classique de sous-estimer ses adversaires. Ce n'était pas fini. En réalité, ce n'était que le début. La découverte de Rebecca au sous-sol a tout changé, mais elle a à peine eu le temps d'en saisir les implications que son téléphone a vibré pour un SMS qui lui a glacé le sang. C'était Jennifer, arrivée de Denver et assise dans sa voiture devant la maison des Williams. Rebecca, il y a du monde. Un camión de déménagement. Il décharge des affaires du garage. Rebecca regarda l'heure. 6h23. Elle s'était endormie au sous-sol en lisant des documents juridiques, et maintenant Marcus faisait dégénérer la situation bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle monta les escaliers en courant et trouva Samuel et Dorothy en peignoir, debout dans leur jardin, regardant 3 hommes charger des cartons dans un camion sous le regard de Marcus, qui supervisait l'opération depuis sa voiture. Dorothy serrait le bras de Samuel, et même de loin, Rebecca pouvait voir que Samuel tremblait de rage ou de peur. « Que se passe-t-il » cria Rebecca en les rejoignant. Marcus baissa sa vitre. Nous retirons certains objets appartenant au patrimoine familial avant l'expulsion.
C'est parfaitement légal. Ce sont nos affaires, dit Dorothy, la voix brisée. Ce sont 40 ans de dessins de nos enfants, leurs projets scolaires, leurs photos. En fait, répondit Marcus en consultant un document, selon l'évaluation de la propriété, tout ce qui est entreposé dans le garage et le sous-sol est considéré comme faisant partie de la transaction immobilière. Mon avocat affirme que nous avons pleinement le droit de mettre ces objets en sécurité. Rebecca regarda l'un des hommes emporter un carton étiqueté « Décoration de Noël, Tommy 1989 ». Un autre carton portait la mention « Projet scientifique de Michael ». Des décennies de souvenirs chargés dans un camion comme de la ferraille sans valeur. C'est alors qu'elle a compris que pour Marcus, il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était une affaire personnelle. Il s'agissait d'anéantir la famille que Samuel et Dorothy avaient bâtie, car elle remettait en question sa conception même de ce que devrait être une famille. Samuel fit un pas en avant, et Rebecca vit ses mains se serrer en poing. À 76 ans, malgré le diabète et une maladie cardiaque, il était toujours prêt à se battre pour la mémoire de sa famille. Samuel, non, murmura Dorothy, mais Rebecca pouvait entendre la même rage dans sa voix. Tu veux ces cartons ? Demanda Rebecca en s'interposant entre Samuel et le camion. Alors tu devras expliquer à un juge pourquoi tu voles les biens personnels de personnes que tu tentes de mettre à la rue. Marcus rit. Tu veux faire appel à des avocats ? Bonne chance. Mon oncle et ma tante n'ont pas les moyens de se payer des avocats. Et toi, si ? Je suis leur fille, dit simplement Rebecca. Et vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Le camion de déménagement est parti à 7h15, emportant avec lui des cartons remplis de souvenirs, témoins de 4 décennies d'amour, d'épanouissement et de construction d'une famille. Mais surtout, les agissements de Marcus venaient de transformer ce simple différend foncier en un enjeu bien plus important. Le téléphone de Rebecca se mit à sonner aussitôt. Michael appelait d'Atlanta, David de Seattle, Amanda de Chicago. La nouvelle se répandait dans leur réseau et la réaction fut rapide et décisive. À 8h, Michael avait déposé une requête en référé pour empêcher tout nouveau retrait de biens personnels. À 8h30, David était dans un avion avec une équipe d'entrepreneurs spécialisés dans les évaluations immobilières rapides. À 9h, Amanda avait contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, notamment en matière d'adoption et de droit des personnes âgées. Mais Marcus n'en avait pas fini. À 10h15, alors que Samuel et Dorothy étaient en réunion avec Michael par visioconférence, Marcus est revenu accompagné d'un adjoint du shérif et d'un serrurier. « Je suis désolé, mesdames et messieurs », a déclaré le policier, visiblement mal à l'aise. « J'ai un ordre d'expulsion immédiate. Vous avez 1 heure pour emporter vos effets personnels essentiels, après quoi les serrures seront changées. » Dorothy s'assit lourdement sur les marches de son perron. Le stress de la matinée avait aggravé son arthrite, et Rebecca voyait bien qu'elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. « Comment est-ce possible ? » demanda Samuel au shérif adjoint. « On nous avait dit que nous avions 48 heures. »« Expulsion d'urgence, » expliqua Marcus. « Mon avocat a découvert que le logement ne respectait pas plusieurs normes d'urbanisme. Pour des raisons de sécurité, le tribunal a accepté d'accélérer la procédure. » Rebecca contempla la maison de son enfance. La peinture était un peu défraîchie, certes, et les marches du perron avaient besoin d'être réparées. Mais des infractions au code du logement ? On était loin d'une maison insalubre. « Quelles infractions ?» a-t-elle demandé. Marcus lui tendit un épais dossier. Problème d'électricité, de plomberie, de structure. L'inspecteur municipal a été très minutieux. En parcourant le rapport d'inspection, Rebecca remarqua quelque chose qui lui donna la nausée. L'inspection avait eu lieu 3 semaines auparavant. Marcus avait planifié cette procédure d'expulsion accélérée bien avant de signifier les premiers documents. Le préavis de 48 heures n'était qu'une mise en scène destinée à faire croire à Samuel et Dorothy qu'ils avaient le temps d'accepter leur sort avec dignité. « Tu prépares ça depuis des semaines, » dit-elle. « J'ai protégé les intérêts de ma famille, » a répondu Marcus. « Contrairement à certains, je n'ai pas le luxe de prétendre que les émotions priment sur la loi. » Ce commentaire frappa Rebecca comme un coup de poing, non pas par cruauté, mais parce qu'elle comprit soudain de quoi il s'agissait réellement. Marcus ne convoitait pas seulement la propriété. Il voulait effacer toute trace de la beauté et de la pérennité que Samuel et Dorothy Williams avaient bâtie. Il voulait faire disparaître toute preuve que l'amour pouvait créer des liens familiaux plus forts que les liens du sang, que 2 grands-parents noirs pouvaient élever des enfants blancs qui deviendraient des adultes épanouis et dévoués.
Le policier adjoint consultait sa montre. Mesdames et messieurs, je suis désolé, mais je dois lancer le chronomètre. 1 heure seulement pour les articles essentiels. C'est alors que Jennifer Walsh arriva, au volant de sa voiture de location. Grande, blonde, incarnant à la perfection la brillante avocate d'affaires qu'elle était devenue, Jennifer sortit de sa voiture et changea instantanément toute la dynamique de la situation. « Monsieur l'agent », dit-elle en s'approchant du policier d'un pas assuré, comme le ferait une personne habituée aux tribunaux. « Je suis Jennifer Walsh, représentante de la famille Williams. Puis-je voir l'ordonnance du tribunal ?» L'expression de Marcus changea légèrement, tandis qu'il observait Jennifer examiner les documents juridiques. Rebecca comprit qu'il assistait à une scène inattendue. Une femme blanche, professionnelle, traitant Samuel et Dorothy Williams comme ses parents et parlant en leur nom avec une autorité légale. « Il y a plusieurs irrégularités dans cette procédure », annonçait Jennifer après avoir examiné les documents. Cette procédure d'expulsion d'urgence a été engagée sans préavis aux résidents, et l'inspection du logement a été effectuée à l'insu et sans le consentement des propriétaires. Les propriétaires ont été avertis, a déclaré Marcus, mais sa confiance vacillait légèrement. Les propriétaires légaux, a précisé Jennifer. Pas les résidents. Et d'après les actes de propriété que j'ai consultés ce matin, certaines questions relatives à la structure de propriété doivent être résolues avant toute expulsion. Rebecca ressentit une immense gratitude envers Jennifer pour son expertise juridique, mais surtout, elle éprouva un sentiment qu'elle n'avait plus connu depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'elle était ballottée d'une famille d'accueil à l'autre. Elle ressentit la sécurité de savoir que sa famille se battrait pour elle. Car c'est bien ce qui se passait ici. Les enfants Williams ne défendaient pas seulement une propriété ou un principe. Ils défendaient le lieu où ils avaient appris qu'ils comptaient, qu'ils avaient de la valeur, que quelqu'un se battrait toujours pour eux. Le policier adjoint semblait perplexe. « Madame, j'ai un mandat judiciaire valide ici. Votre ordonnance d'expulsion repose sur des informations incomplètes, » a répliqué Jennifer. « Je déposerai une requête en annulation dans l'heure, et je vous garantis que cette expulsion n'aura pas lieu comme prévu. » Marcus s'avança, visiblement à bout de patience. « Écoutez, je ne sais pas qui vous croyez être, mais c'est une affaire de famille. Mon oncle et ma tante sont âgés et ont besoin de soins professionnels. Cette propriété doit revenir à des membres de la famille capables de l'entretenir correctement. Nous sommes une famille, a simplement déclaré Jennifer. Et nous allons vous montrer exactement ce que signifie la famille. C'est alors que la 2e voiture est arrivée. Puis la 3e. Puis la 4e. Rebecca observa le visage de Marcus lorsqu'il comprit que tout cela ne concernait pas seulement Jennifer. Il ne s'agissait pas seulement d'une enfant placée en famille d'accueil qui avait réussi sa vie et était restée en contact avec ses anciens tuteurs. David Kim sortit de sa voiture de location, encore vêtu de son costume d'affaires. Carlos Rodriguez descendit d'un pick-up après avoir conduit toute la nuit depuis Phoenix. Amanda Chen arriva en taxi directement de l'aéroport, son badge d'identification d'hôpital toujours accroché à sa veste. À midi, 11 adultes se tenaient dans le jardin de la maison des Williams. 11 adultes accomplis, professionnels et éloquents qui avaient un point commun. Ils appelaient tous Samuel et Dorothy Williams, maman et papa. Et ils étaient tous blancs. Personne n'a manqué de remarquer la portée symbolique de la situation. Marcus Williams, un homme d'affaires noir prospère, tentait d'expulser ses parents noirs âgés, face à l'opposition d'un groupe d'avocats, de médecins, de chefs d'entreprise et de professionnels blancs qui considéraient ces personnes âgées comme leurs propres parents. Elle remettait en question toutes les idées reçues sur le pouvoir, la race, la famille et la loyauté que pouvait avoir quiconque observant la situation. « Monsieur l'agent, » dit Jennifer au policier, « il me semble évident que cette situation nécessite un examen juridique plus approfondi avant toute action. » Le shérif adjoint regarda Marcus, puis la foule grandissante de professionnels, puis Samuel et Dorothy assis sur les marches de leur Porsche, entourés de leurs enfants de cœur. « Je vais devoir passer quelques coups de fil, » a-t-il finalement déclaré. « Cela dépasse mes compétences. » Alors que le policier retournait à sa voiture pour consulter son supérieur, Marcus se retrouva confronté à une situation inattendue. Il s'était préparé à affronter des proches âgés et démunis. Il n'avait pas anticipé la réaction coordonnée de 11 adultes accomplis, dotés de compétences juridiques, de ressources financières et d'un profond attachement à la protection de ceux qui leur avaient sauvé la vie. Rebecca regarda Samuel et Dorothy, qui contemplaient leurs enfants réunis avec un mélange d'émerveillement et d'amour immense. « Comment » murmura Dorothy.
Comment êtes-vous tous arrivés ici? Parce que tu nous as appris que la famille est toujours là, a déclaré Michael, venant tout juste d'arriver d'Atlanta après son vol matinal. Et on ne va nulle part. Même si Rebecca ressentait le réconfort d'avoir ses frères et sœurs à ses côtés, elle savait que ce n'était que le début. Marcus préparait cela depuis des semaines, disposait de l'autorité légale, et de toute évidence, de ressources. Leurs liens affectifs étaient forts, mais l'amour seul leur serait nécessaire pour remporter cette bataille. Ils avaient besoin de stratégie, de preuves et de leviers. Et grâce à ce qu'elle avait découvert dans cette cave, Rebecca était presque certaine qu'ils les avaient tous les trois. Le répit fut de courte durée. À 14 heures, Marcus s'était regroupé et était revenu avec des renforts qui avaient complètement bouleversé le cours du conflit. Son frère Jérôme avait fait le trajet depuis Détroit pendant la nuit, accompagné de leur sœur Patricia, venue d'Indianapolis, et de leur cousin Kevin, de Louisville. Mais plus inquiétant encore était la femme blanche en tailleur de luxe qui sortit de la Mercedes de Marcus. Elle se présenta comme Linda Hartwell, associée principale du cabinet Hartwell, Morrison et Associates, l'un des plus prestigieux de la région. Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion concernant la procédure judiciaire en cours, annonça Linda au groupe rassemblé dans le jardin des Williams. Permettez-moi de clarifier la situation pour tout le monde. Jennifer Esavanka. Je suis Jennifer Walsh, représentante de la famille Williams. J'ai déjà déposé des requêtes pour suspendre cette expulsion. Madame Walsh, répondit Linda avec un sourire condescendant, j'ai examiné vos documents. Malheureusement, ils reposent sur une compréhension incomplète de la structure de propriété. Monsieur Marcus Williams et ses frères et sœurs détiennent une participation majoritaire de 75% dans cette propriété. Leur décision de réclamer leur héritage est parfaitement légale. Rebecca sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jennifer était persuadée que les questions de propriété la protégeraient, mais la présence de Linda laissait supposer que Marcus avait anticipé les difficultés juridiques et s'était préparé en conséquence. De plus, poursuivit Linda, nous possédons des documents prouvant que M. Samuel Williams enfreint l'accord initial de transfert de propriété depuis plus de 15 ans. L'acte interdit expressément l'utilisation de la résidence à des fins commerciales. L'exploitation d'un établissement d'accueil familial non agréé constitue une utilisation commerciale. Dorothy a inspiré brusquement, et on l'a entendu dans toute la cour. À des fins commerciales? Nous aidions des enfants. L'État nous versait une petite allocation qui couvrait à peine leurs dépenses. Néanmoins, répondit Linda, accepter un paiement pour l'hébergement de personnes fait de cette activité une entreprise commerciale. Cette violation annule les droits de résidence de M. Samuel Williams. Amanda s'avança, son expertise médicale transparaissant dans la façon dont elle surveillait les signes vitaux de Samuel. Sa respiration était devenue difficile et elle pouvait voir des gouttes de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de l'après-midi. Cela lui cause une détresse médicale, a-t-elle annoncé. Il doit s'asseoir et vérifier sa glycémie. Bien sûr, répondit Linda d'un ton rassurant. Il n'y a aucune raison que cela se transforme en confrontation. Monsieur et Madame Williams sont les bienvenus pour récupérer leurs effets personnels et emménager dans un logement plus adapté aux personnes âgées. Mes clients sont prêts à prendre en charge les frais de déménagement, et même à les aider à trouver un logement convenable. Marcus acquiesça aux paroles de son avocat, mais Rebecca remarqua dans son expression quelque chose d'inhabituel par rapport à ce matin-là. Il jetait sans cesse des coups d'œil aux enfants Williams rassemblés, avec une confusion qui semblait sincère, comme s'il tentait de résoudre une énigme qui lui échappait. C'est alors que Rebecca comprit que Marcus ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il s'attendait à ce que Samuel et Dorothy soient des personnes âgées, isolés et sans défense. La présence de professionnels blancs et prospères les considérant comme leurs parents remettait en question ces conceptions fondamentales du fonctionnement des relations familiales. « Je ne comprends pas », dit Jérôme à son frère d'une voix qui porta dans toute la cour. « Pourquoi tous ces blancs sont-ils mêlés à ça? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ?» La question restait en suspens, révélant le malentendu fondamental qui alimentait ce conflit. Marcus et ses frères et sœurs ne pouvaient concevoir un amour non transactionnel, des relations qui ne soient pas fondées sur l'obligation ou l'intérêt. Depuis son arrivée, David Kim photographiait discrètement la propriété et prenait des notes. Il s'approcha ensuite de Jennifer avec un dossier de documents. Les infractions au code du logement qu'ils ont mentionnées, dit-il à voix basse. Je les ai vérifiées en les comparant à l'état réel du logement. La moitié de ces problèmes n'existe pas,
et l'autre moitié concerne des travaux d'entretien mineurs qui ne justifient pas une expulsion d'urgence. Jennifer a examiné les conclusions de David, puis a regardé Linda Hartwell droit dans les yeux. Il semblerait que le rapport d'inspection contienne des infractions fabriquées de toutes pièces. C'est un motif suffisant pour rejeter l'intégralité de la procédure d'expulsion. L'expression de Linda resta inchangée, mais Rebecca remarqua un léger resserrement autour de ses yeux. C'est une accusation grave, Madame Walsh. J'espère que vous disposez de preuves solides avant de formuler de telles allégations. Je dispose de documents photographiques et d'une évaluation professionnelle réalisée par un entrepreneur agréé, a répondu Jennifer. L'entreprise de construction de monsieur, qui m'est spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques. Son évaluation est très fiable auprès des autorités compétentes en matière de logement. Mais tandis que Jennifer marquait des points sur le plan juridique, Rebecca voyait bien que Marcus mettait en œuvre une stratégie différente. Il ne se contentait pas de les combattre devant les tribunaux. Il les combattait aussi au sein de la communauté. Patricia Williams avait passé des coups de fil tout l'après-midi, et Rebecca commença à remarquer que des voisins se rassemblaient de l'autre côté de la rue, observant la scène avec des expressions allant de la curiosité à la désapprobation. C'est alors que Rebecca a surpris une conversation entre Patricia et Madame Henderson, qui habitaient dans la pièce d'à côté. C'est vraiment triste, vous savez? Mon oncle et ma tante vieillissent, ils ne comprennent pas que ces gens profitent d'eux. Regardez-moi ce cirque. Tous ces inconnus qui débarquent en prétendant être de la famille. C'est clairement une question d'argent. Madame Henderson acquiesça avec compassion. Je me suis toujours interrogée sur tous ces allers-retours d'enfants au fil des ans. Certains voisins en parlaient, vous savez. Nous ne voulions pas juger, mais cela semblait bien chaotique pour des personnes âgées. Rebecca ressentit un frisson d'ericanescence. C'était exactement ainsi que fonctionnait la manipulation. Marcus ne se contentait pas d'attaquer Samuel et Dorothy sur le plan juridique. Il réécrivait l'histoire pour toute la communauté, se faisant passer pour le neveu attentionné, protégeant les proches vulnérables de l'exploitation. Michael était au téléphone avec ses associés du cabinet d'avocats depuis 1 heure, et lorsqu'il a raccroché, son expression était sombre. « Nous avons un problème », dit-il à voix basse au groupe. Le cabinet Hartwell, Morrison et Associates ne se contente pas de traiter de droit immobilier. Il est spécialisé dans les litiges relatifs aux soins aux personnes âgées. Il a plaidé avec succès des dizaines de dossiers concernant l'exploitation financière des aînés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Carlos. « Cela signifie qu'il ne cherche pas seulement à expulser papa et maman, » a répondu Michael. « Il constitue un dossier prouvant que nous les avons exploités financièrement. Que nos relations avec eux sont frauduleuses. Les conséquences se font sentir simultanément pour tous. Si Marcus parvenait à convaincre un tribunal que les enfants Williams avaient manipulé Samuel et Dorothy à des fins financières, il pourrait potentiellement annuler toute aide juridique qu'ils avaient apportée, contester tout soutien financier qu'ils avaient fourni au fil des ans et isoler complètement le couple âgé. Amanda prenait l'attention de Samuel lorsqu'elle remarqua quelque chose qui la figea. « Samuel, prends-tu tes médicaments régulièrement ?» « Bien sûr, mon chéri, » répondit Samuel, mais sa voix était plus faible que ce matin-là. « Quand avez-vous consulté votre médecin pour la dernière fois ?» Samuel et Dorothy échangèrent un regard qui fit chavirer le cœur de Rebecca. « Nous avions rendez-vous la semaine dernière, » dit Dorothy à voix basse. « Mais notre assurance a dit que ce n'était plus pris en charge. Apparemment, notre adresse n'a pas été vérifiée dans leur système. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Rebecca avec une clarté terrifiante. Marcus n'avait pas seulement prévu de les expulser. Il avait systématiquement coupé les ponts avec leur soutien, les rendant plus vulnérables et isolés. « Et vos renouvellements d'ordonnance ?» demanda Amanda. « La pharmacie a dit qu'il y avait un problème avec notre couverture », admit Samuel. « On a dû se débrouiller avec ce qu'il nous restait. » L'instinct médical d'Amanda s'est immédiatement manifesté. Elle a commencé à vérifier la glycémie de Samuel, tout en l'interrogeant sur ses symptômes récents. Ce qu'elle a découvert l'a fait pâlir. « Il est en crise diabétique », a-t-elle annoncé. Son taux de glycémie est dangereusement élevé et, sans traitement approprié, cela pourrait mettre sa vie en danger. Linda Hartwell a immédiatement saisi cette information. C'est précisément pour cela que M et Madame Williams ont besoin de soins professionnels. Ils sont manifestement incapables de gérer leurs besoins médicaux de manière autonome. Leurs besoins médicaux étaient bien pris en charge jusqu'à ce que quelqu'un interfère avec leur couverture d'assurance, a rétorqué Amanda.
C'est une accusation grave, a répondu Linda. Insinuez-vous que mes clients ont manipulé leur accès aux soins de santé? Jennifer avait déjà sorti son téléphone. J'appelle une ambulance. Samuel a besoin de soins médicaux immédiats. Non, dit Samuel fermement en peinant à se lever. Je ne laisserai pas Dorothy seule avec ces gens. Papa, tu pourrais tomber dans le coma, expliqua doucement Amanda. Ce n'est pas négociable. Alors que les sirènes de l'ambulance se rapprochaient, Rebecca observait attentivement l'expression de Marcus. Elle s'attendait à y voir de la satisfaction. Son plan fonctionnait, la crise médicale de Samuel justifiait son discours sur la nécessité de soins professionnels pour les personnes âgées. Elle y vit plutôt quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Pendant un instant, Marcus sembla comprendre que sa victoire judiciaire pourrait avoir un prix imprévu. Mais ce moment d'incertitude s'est dissipé lorsque Kevin, le cousin de Marcus, s'est approché de lui avec une tablette diffusant les actualités locales. On en parle partout sur les réseaux sociaux, a déclaré Kevin. Les médias locaux veulent nous interviewer. Ils décrivent cela comme une histoire touchante d'enfants placés en famille d'accueil, qui aident leurs parents âgés à lutter contre l'expulsion. Le visage de Marcus se durcit à nouveau. Contactez ce journaliste. Programmez une interview. Il est temps que les gens comprennent la vérité. Alors que l'ambulance arrivait et que les secouristes commençaient à soigner Samuel, Rebecca comprit que Marcus avait fait basculer le conflit bien au-delà de ce qu'ils avaient anticipé. Il ne se battait plus seulement pour une question de propriété. Il se battait pour contrôler le récit, pour le droit de définir ce que signifiait la famille et qui méritait le soutien de la communauté. Et il était prêt à exploiter la crise médicale de Samuel, la vulnérabilité de Dorothy et les préjugés raciaux de la communauté pour remporter cette bataille. Les portes de l'ambulance se refermèrent sur Samuel, Amanda l'accompagnant à l'hôpital. Dorothy, debout dans son jardin, entourée de ses enfants de cœur, regarda son mari, avec qui elle avait partagé 52 ans de sa vie, disparaître dans le véhicule. « Ce n'est pas fini, dit-elle doucement, mais sa voix était si forte que tous se retournèrent vers elle. Samuel et moi avons survécu à bien pire. Nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble, et aucune manœuvre juridique ne pourra détruire ce que nous avons créé. » Marcus entendit ces paroles et s'avança. « Tante Dorothy, vous avez 73 ans. L'oncle Sam traverse une crise sanitaire. Ces gens-là, il désigna les enfants Williams, ont leur propre vie, leur propre famille. Combien de temps croyez-vous qu'ils resteront quand les choses se compliqueront? Quand cela coûtera cher. Quand cela exigera de véritables sacrifices. » Dorothy regarda chacun de ses enfants, puis Marcus. « Plus longtemps que tu ne le penses, mon chéri. Parce que tu n'as jamais compris ce que nous avons construit ici. Tu crois que l'amour a des limites, que la loyauté a un prix. Tu vas bientôt découvrir le contraire. » Mais même si Dorothy parlait avec assurance, Rebecca voyait bien le poids de cette journée. La vieille dame était épuisée, stressée et désormais séparée de celui qui avait été son pilier pendant 50 ans. Il fallait que cela cesse rapidement, avant que la pression ne détruise les personnes mêmes qu'il tentait de protéger. C'est alors que Rebecca prit une décision qui allait tout changer. Il était temps de révéler ce qu'elle avait découvert à la cave. Il était temps de montrer à Marcus à quel genre de famille il se battait réellement. Et il était temps de prouver que parfois, ce sont les personnes que l'on sous-estime qui détiennent le véritable pouvoir. Rebecca attendit que l'ambulance ait disparu au coin de la rue avant de sortir les documents qu'elle avait découverts à la cave. Elle avait gardé ces informations secrètes, attendant le moment opportun pour les révéler. Ce moment était arrivé. « Jennifer, j'ai besoin que tu regardes quelque chose, » dit-elle en lui tendant le dossier qu'elle avait trouvé à minuit 47 ce matin-là. Tandis que Jennifer commençait à lire, son expression passa de la confusion à l'émerveillement, puis à une sorte de choc. David remarqua immédiatement le changement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Jennifer leva les yeux vers Marcus, puis vers Dorothy, puis de nouveau vers les documents. « Marcus, as-tu vraiment lu le testament de ton grand-père? Le testament du père de Samuel, datant de 1983 ? » « Bien sûr que oui, » répondit Marcus, mais il y avait une incertitude dans sa voix. « Ma mère a hérité de sa part de l'héritage familial à la mort de grand-père. » « En fait, » dit lentement Jennifer, elle ne l'a pas fait. Ces mots planaient comme un défi. Linda Hartwell s'avança aussitôt, son instinct juridique en éveil. « Madame Walsh, j'ai examiné tous les documents successoraux pertinents.
Mes clients possèdent des titres de propriété incontestables sur leurs parts respectives de cette propriété. Sur quels documents se fonde-t-on ? Demanda Jennifer. Sur la base du testament homologué en 1983, répondit Linda avec assurance. Jennifer brandit les documents que Rebecca avait trouvés. Voici le testament original, signé et attesté en 1983. Le testament homologué était un faux. L'accusation provoqua immédiatement un chaos indescriptible. Marcus s'avança d'un ton agressif, « C'est impossible. Ma mère l'aurait su. Elle a vécu une procédure de succession. » Ta mère savait exactement ce qui s'était passé, dit doucement Dorothy, prenant la parole pour la première fois depuis que Samuel avait été emmené à l'hôpital. Elle ne t'a simplement jamais dit la vérité à ce sujet. Tous les regards se tournèrent vers Dorothy, assise sur les marches de son perron, qui paraissait soudain plus âgée et plus fragile que jamais. Mais sa voix, lorsqu'elle reprit la parole, était assurée et claire. Votre grand-père a légué cette maison entièrement à Samuel. À 100%. Votre mère était censée hériter de la ferme familiale dans le Kentucky, mais elle a préféré cette propriété car elle savait que le quartier allait se développer. Marcus secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Maman nous a montré les documents du testament. Elle vous a montré des faux, poursuivit Dorothy. Elle avait des amis avocats qui l'ont aidée à falsifier des documents. Elle a convaincu Samuel de la laisser cohériter de la maison en échange de la prise en charge des formalités juridiques. Samuel cumulait 2 emplois et n'avait pas le temps de s'occuper d'avocats et de tribunaux. Jennifer lisait rapidement les documents, recoupant les dates et les signatures. Le testament original est très précis. Samuel Williams hérite de la maison familiale située au 847, rue Maple. Votre mère, Margaret Williams, hérite de la ferme de Bardstown, dans le Kentucky, ainsi que d'une somme de $5 000. Mais maman a vendu la ferme il y a des années, dit Jérôme, l'air perplexe. Elle a vendu la ferme et est partie vivre en ville, mais elle n'a jamais renoncé à ses droits sur cette maison, expliqua Dorothy. Pendant 40 ans, elle a laissé Samuel croire qu'elle en était la propriétaire légitime. Pendant 40 ans, elle a perçu de l'argent provenant du partage des taxes foncières et des frais d'entretien, argent auquel elle n'avait aucun droit légal. Les conséquences étaient stupéfiantes. Si Dorothy disait vrai, Marcus et ses frères et sœurs venaient de dépenser des milliers de dollars en frais d'avocat pour tenter de s'approprier une maison qui n'avait jamais appartenu à leur famille. Mais surtout, cela signifiait que Samuel et Dorothy avaient passé 4 décennies à partager leur maison et leurs ressources avec des membres de leur famille qui, en réalité, les volaient. Linda Hartwell examinait les documents que Jennifer lui avait remis, et son expression se faisait de plus en plus inquiète. Avocate de profession, elle savait reconnaître des documents juridiques authentiques, et ce qu'elle voyait était manifestement antérieur à tous les documents fournis par ses clients. Ces documents devront être authentifiés, a-t-elle déclaré avec précaution. Leur authentification est possible, dit Michael en s'avançant. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose qui va rendre la situation très délicate pour toutes les personnes concernées. Michael avait passé tout l'après-midi au téléphone, mettant à profit ses contacts dans le milieu juridique pour retracer l'historique des propriétés de la famille Williams. Ces découvertes rendaient le testament falsifié presque insignifiant. Marcus, lorsque ta mère a falsifié ses documents d'héritage en 1983, elle n'a pas seulement volé des droits de propriété. Elle a commis une fraude postale fédérale en déposant de faux documents auprès des services postaux pour la vérification d'adresse. Elle a commis une fraude fiscale en demandant des déductions pour l'entretien d'une maison qui ne lui appartenait pas. Et elle a maltraité des personnes âgées en soutirant systématiquement de l'argent à Samuel et Dorothy pendant 40 ans. Marcus Pallet. C'est impossible. Maman était une personne respectée dans la communauté. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle a fait ça parce qu'elle savait que Samuel ne s'y opposerait pas, dit Dorothy tristement. Elle savait qu'il faisait confiance à sa famille et qu'il ne remettrait pas en question les documents légaux qu'elle lui présenterait. Elle a profité de son amour pour sa sœur. Rebecca observait Marcus assimiler ces informations, et elle vit l'instant où ses certitudes commencèrent à s'effondrer. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son héritage, sur ses droits dans cette situation, était systématiquement anéanti. Mais Kevin s'avança de nouveau avec sa tablette, l'air grave. « Marcus, on a un problème plus grave. Ça devient viral. » Il tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir. L'information locale concernant l'expulsion avait été relayée par les réseaux sociaux et se propageait rapidement.
Mais le récit n'était pas celui auquel Marcus s'attendait. L'histoire était présentée comme suit: des proches racistes tentent de voler la maison d'un couple noir âgé qui a élevé des enfants blancs placés en famille d'accueil. Les commentaires affluaient par centaines, et ils étaient majoritairement en soutien à Samuel et Dorothy. « Oh non !» murmura Patricia en lisant les commentaires. « On appelle au boycott de l'entreprise de Jérôme. Quelqu'un a même publié l'adresse de sa société. » Linda Hartwell composait rapidement le numéro de son bureau. « J'ai besoin d'une gestion de crise immédiate », dit-elle au téléphone. Gestion des relations avec les médias, communication de crise, la solution complète. Mais la tempête médiatique ne faisait que commencer. Rebecca a vu l'histoire évoluer en temps réel, des inconnus la partageant avec des hashtags comme #RealFamily et #JusticeForTheWilliams. C'est alors que le fourgon de reportage est arrivé. La journaliste d'investigation de la chaîne 7, Maria Santos, est arrivée avec son équipe de tournage et a immédiatement commencé à préparer les interviews. Elle avait manifestement fait ses recherches, car elle s'est dirigée directement vers Dorothy. « Madame Williams, je suis Maria Santos de la chaîne 7 News. Nous suivons votre affaire et j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre version des faits. » Dorothy regarda l'objectif, puis Marcus, puis ses enfants réunis. « Que voulez-vous savoir ? Quel effet cela fait-il de voir sa propre famille tenter de vous mettre à la rue après avoir passé sa vie à aider les enfants ?» La question était directe et bouleversante. Dorothy resta silencieuse un long moment, et Rebecca put voir qu'elle réfléchissait non seulement aux événements de la journée, mais aussi à 40 années de dynamique familiale qui avaient mené à cet instant. « Ça me brise le cœur », dit finalement Dorothy. « Non pas parce qu'ils veulent la maison. Les maisons ne sont que des bâtiments. Ça me brise le cœur parce qu'ils n'ont jamais compris que les enfants que nous avons élevés étaient leurs cousins, leur famille aussi. Ils n'ont jamais compris que c'est l'amour qui fait la famille, pas les liens du sang. » Maria se tourna vers Marcus. « Monsieur Williams, comment réagissez-vous aux allégations selon lesquelles votre famille aurait systématiquement escroqué votre oncle et votre tante pendant des décennies ?» Marcus semblait piégé, pris entre les caméras, son avocat coûteux, la foule grandissante de voisins et les enfants choisis de son oncle qui le fixaient tous avec des expressions allant de la déception à l'hostilité pure et simple. « C'est une affaire familiale privée », a-t-il déclaré. « On en fait toute une histoire pour rien, des gens qui ne comprennent pas la complexité de la situation. » Kel's complications, insiste Maria. Cela semble assez simple. Un couple de personnes âgées qui a consacré sa vie à accueillir des enfants est expulsé par des proches qui veulent tirer profit de leur propriété. C'est alors que Jennifer est intervenue. En fait, c'est encore plus simple que cela. Ces membres de la famille volent Samuel et Dorothy Williams depuis 40 ans, et maintenant ils tentent de parachever leur vol en s'emparant de leur maison. L'accusation, portée devant la caméra par une femme blanche professionnelle défendant un couple de personnes âgées noires, a créé exactement le type d'image qui rendrait cette histoire impossible à ignorer. Linda Hartwell a immédiatement mis fin aux échanges avec les médias. Mes clients ne feront aucune autre déclaration sans la présence de leurs avocats. Mais le mal était fait. L'histoire ne portait plus sur les droits de propriété, ni sur des conflits familiaux. Elle était devenue une affaire de justice, d'exploitation et de liens familiaux qui transcendent les définitions juridiques. Le téléphone de Marcus se mit à sonner. Celui de Jérôme se mit à sonner. Celui de Patricia se mit à sonner. La tempête médiatique atteignait leur réseau personnel et professionnel, et les conséquences devenaient concrètes et immédiates. « Nous devons partir », a déclaré Linda à ses clients. « Cette situation exige une consultation stratégique immédiate. » Tandis que Marcus rassemblait ses frères et sœurs et se préparait à battre en retraite, il jeta un dernier regard à Dorothy, assise sur les marches de son Porsche, entourée d'enfants qui avaient traversé le pays pour la défendre. « Je ne comprends pas, » dit-il, et pour la première fois, sa voix trahissait une réelle confusion plutôt qu'une hostilité manifeste. « Pourquoi ferait-il cela ? Qui gagne-t-il » Dorothy le regarda avec la même expression qu'elle avait eue avec des centaines d'enfants placés en famille d'accueil au fil des ans. Patiente, aimante, mais infiniment triste de ce qu'ils ne comprenaient pas d'eux-mêmes. Ils ont l'occasion de rendre l'appareil à quelqu'un qui leur a tout donné quand ils n'avaient rien, a-t-elle simplement déclaré. Ils deviennent des personnes présentes pour leurs proches. Ils participent à quelque chose qui les dépasse. Marcus la fixa longuement, puis monta dans sa voiture et s'éloigna. Mais tandis que Rebecca le regardait partir, elle comprit que ce n'était pas fini. Marcus avait été humilié publiquement,
sa stratégie juridique anéantie et sa compréhension de l'histoire de sa propre famille réduite à néant. Un homme dans cette situation ne se rend pas. Il surencherit. Et Rebecca avait l'horrible pressentiment que le prochain geste de Marcus serait plus désespéré et dangereux que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent. Le premier signe d'aggravation de l'état de Marcus est apparu à 23 heures ce soir-là, lorsque Jennifer a reçu un appel de l'hôpital. L'état de Samuel s'était stabilisé, mais le médecin traitant avait reçu une demande inhabituelle. Une personne se présentant comme un membre de la famille a demandé une évaluation psychiatrique, a expliqué le docteur Harrison. Elle affirme que M. Williams présente des signes de démence et pourrait ne pas être en mesure de prendre des décisions médicales. Jennifer sentit un froid glacial lui nouer l'estomac. Qui a fait cette demande? Un certain Marcus Williams. Il affirme être le neveu du patient et son plus proche parent légal. Amanda, qui séjournait à l'hôpital avec Samuel, prit le téléphone. Docteur Harrison, ici le docteur Amanda Chen. Je suis la fille de Samuel et je travaille à l'hôpital pour enfants de Chicago. Cette demande d'évaluation psychiatrique est médicalement inappropriée et juridiquement contestable. Docteur Chen, je comprends votre inquiétude, mais s'il existe des doutes légitimes quant à la capacité du patient, nous sommes tenus d'enquêter. Les conséquences étaient vertigineuses. Si Marcus parvenait à établir l'incapacité mentale de Samuel, il pourrait potentiellement obtenir sa tutelle et prendre toutes les décisions concernant ses soins médicaux et son lieu de vie. Rebecca rentrait de l'hôpital en voiture lorsque Michael l'a appelée avec de pires nouvelles. Marcus a déposé une requête en tutelle d'urgence cet après-midi, a déclaré Michael. Il affirme que Samuel et Dorothy sont des adultes vulnérables exploités par des personnes extérieures à la famille, motivés par des intérêts financiers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il essaie d'obtenir l'autorisation légale de prendre toutes les décisions à leur place. Médicales, financières, résidentielles, tout. Et Rebecca, s'il y parvient, il pourra légalement leur interdire tout contact avec nous. Rebecca s'est garée sur le bas-côté, les mains tremblantes. Comment est-ce possible? Les lois sur la maltraitance des personnes âgées, expliqua Michael d'un ton sombre. Elles sont censées protéger les aînés contre l'exploitation, mais des membres de la famille sans scrupules peuvent s'en servir comme d'une arme. Marcus prétend que nous avons manipulé les émotions de Samuel et Dorothy pour accéder à leurs biens et à leurs ressources. Le lendemain matin, une véritable procession d'enquêteurs a transformé la maison des Williams en un lieu digne d'une scène de crime. Les services de protection des adultes sont arrivés à 8 heures, suivis d'un évaluateur désigné par le tribunal pour la tutelle, puis de représentants du bureau du procureur général de l'État enquêtant sur des allégations de maltraitance envers une personne âgée. Dorothy se retrouvait à répondre à des questions qui lui donnaient l'impression d'être une criminelle chez elle. Madame Williams, combien d'argent ces personnes vous ont-elles donné au fil des ans? A demandé Sarah Collins d'APS. Mes enfants nous ont aidés à payer les frais médicaux et les réparations de la maison, répondit Dorothy avec précaution. Et en échange de ces paiements, qu'avez-vous fourni? Dorothy fixa la femme du regard. Je les aimais. Je les ai élevés. Je leur ai offert un foyer quand personne d'autre ne le voulait. Mais pas de service formel? Pas de garde d'enfants, de ménage, de gestion financière? Je ne comprends pas ce que vous demandez. Jennifer, présente en tant qu'avocate de Dorothy, est intervenue. On demande à ma cliente de quantifier des relations affectives en termes financiers, ce qui est inapproprié et sans rapport avec une enquête légitime. Mais Sarah Collins poursuivit son interrogatoire méthodiquement, traitant chaque acte d'amour et de soutien comme une transaction potentielle, chaque expression de gratitude comme une preuve de manipulation. Entre-temps, David découvrait que Marcus avait été très méticuleux dans ses préparatifs. La ville avait reçu des plaintes anonymes concernant l'utilisation de la propriété des Williams comme pension de famille sans permis. Le fisc avait été informé de revenus non déclarés provenant d'allocations de placement familial. L'organisme d'agrément de l'État avait reçu des allégations concernant des services de garde d'enfants non autorisés. Il prépare ça depuis des mois, a rapporté David au groupe réuni dans le salon de Dorothy. Tous les organismes chargés de la protection de l'enfance et des personnes âgées ont reçu des plaintes concernant ce foyer. Cet après-midi-là, la situation s'est aggravée. L'inspecteur Ray Morgan, de la Brigade des fraudes, est arrivé pour enquêter sur des allégations d'exploitation financière. Sa présence a donné à l'affaire une tournure criminelle qui a terrifié Dorothy.
Madame Williams, je dois vous interroger sur d'importants dépôts en espèces effectués sur vos comptes bancaires au cours des 5 dernières années, a déclaré le détective Morgan en consultant un épais dossier. Dorothy semblait perplexe. Vous voulez dire l'argent que mes enfants m'envoient pour nous aider à couvrir nos dépenses. Ces personnes prétendent être vos enfants, mais elles n'ont aucun lien de parenté légal avec vous. Des transferts d'argent importants de personnes non apparentées à des personnes âgées indiquent souvent des schémas d'exploitation. Amanda Esavanka. Inspecteur, je suis le docteur Amanda Chen. Les virements dont vous parlez correspondent à une aide financière que j'ai apportée à mes parents pour des frais médicaux non couverts par l'assurance maladie. Je possède des reçus, des dossiers médicaux et des justificatifs pour chaque paiement. Docteur Chen, je comprends que vous ayez un lien affectif avec ces personnes, mais un soutien financier de cette ampleur soulève des questions quant à vos motivations. Les paroles du détective ont frappé Amanda comme un coup de poing. Ses années d'études de médecine, sa brillante carrière, son amour sincère pour ceux qui lui avaient sauvé la vie, tout cela réduit à une potentielle exploitation criminelle. Ce soir-là, alors que les enquêteurs étaient enfin partis, Dorothy, assise dans sa cuisine, fixait une pile de documents juridiques qui semblaient grossir d'heure en heure: audience de tutelle d'urgence, évaluation de capacité, enquête financière, avis de saisie de biens. « Je ne comprends pas comment c'est possible, » dit-elle à Rebecca. « Hier, nous étions une famille. Aujourd'hui, ils nous traitent comme des criminels. » Rebecca examinait les derniers documents judiciaires lorsqu'elle découvrit quelque chose de révoltant. Marcus n'avait pas seulement demandé la tutelle de Samuel et Dorothy. Il avait également déposé une requête visant à interdire tout contact entre eux et leurs présumés exploiteurs jusqu'à la fin de l'enquête. « Ils essaient de vous isoler, » a-t-elle expliqué. « Si le tribunal accède à cette requête, nous n'aurons légalement plus le droit de vous rendre visite, de vous appeler ni de vous apporter la moindre aide. » L'audience était prévue pour le lendemain matin, ce qui signifiait qu'ils avaient moins de 12 heures pour préparer leur défense contre des accusations qui s'accumulaient depuis des mois. Mais alors, le téléphone de Jennifer sonna, annonçant une nouvelle qui réduisit à néant le peu d'espoir qui leur restait. Samuel a eu un autre malaise, a rapporté Amanda depuis l'hôpital. Sa tension artérielle a grimpé en flèche pendant l'évaluation psychiatrique. Le docteur Harrison recommande son placement immédiat dans un service de soins cardiaques. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Dorothy. « Cela signifie que Marcus soutient que Samuel a besoin d'une surveillance médicale à temps plein et que vous ne pouvez pas lui prodiguer des soins adéquats à domicile. » Dorothy ferma les yeux. En moins de 48 heures, elle était passée du statut d'épouse et de mère aimée à celui de personne soupçonnée de criminalité et déclarée inapte à prendre soin de son propre mari. Cette nuit-là, Rebecca trouva Dorothy assise sur le perron de sa maison à 2 heures du matin, enveloppée dans une couverture et fixant la rue déserte. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda Rebecca en s'installant à côté d'elle. « Je repense sans cesse à tous ces enfants qui se sont assis sur ces marches au fil des ans, » dit Dorothy d'une voix douce. « Certains sont venus nous voir si en colère, si persuadés que l'amour était un mensonge et que tout le monde finirait par les abandonner. » Rebecca se souvenait d'avoir été l'une de ces enfants. « Je leur disais que la famille n'était pas une question de perfection, ni même de rester ensemble pour toujours, » poursuivit Dorothy. « Je leur disais que la famille, c'était être présent, choisir d'aimer quelqu'un même quand c'est difficile, se battre les uns pour les autres. » Elle se tourna vers Rebecca. « Mais je n'aurais jamais imaginé que se battre pour sa famille puisse se retourner contre nous. Je n'aurais jamais pensé que l'amour puisse être criminalisé. » Rebecca prit la main de Dorothy. « Nous n'abandonnerons pas. Mon bébé, regarde autour de toi. Samuel est à l'hôpital, on lui fait passer pour un dément. Je fais l'objet d'une enquête pour exploitation financière. Vous, les enfants, on vous présente comme des opportunistes manipulateurs. Marcus a la loi, les enquêteurs et un récit qui a du sens pour ceux qui ne comprennent pas ce que nous avons construit ici. Alors, que dites-vous? » Dorothy resta silenciosa un long moment. « Je veux dire que Marcus a peut-être raison sur un point. Il est peut-être temps pour Samuel et moi de nous retirer. Vous avez tous votre vie, votre famille. Vous ne devriez pas avoir à sacrifier votre carrière et votre réputation pour défendre 2 personnes âgées. » Ces mots frappèrent Rebecca comme un cauchemar devenu réalité. Dorothy baissait les bras. La femme qui avait passé 40 ans à enseigner aux enfants à croire en eux, à se battre pour ce qui comptait, à ne jamais se soumettre à ceux qui voulaient les détruire, était prête à capituler. « Dorothy, tu ne peux pas penser ça. » « Je suis fatiguée, chérie. Samuel est malade,
je suis vieille, et ce combat détruit les gens que j'aime le plus. Peut-être vaut-il mieux laisser Marcus obtenir ce qu'il veut. Rebecca sentit quelque chose se briser en elle. Pas seulement son cœur, mais sa vision même du monde. Dorothy Williams n'a pas baissé les bras. Dorothy Williams s'est battue pour sa famille. Dorothy Williams était présente. Mais assise sur les marches de ce perron à 2 heures du matin, en regardant la femme qui lui avait sauvé la vie se préparer à se rendre aux gens qui tentaient de détruire tout ce qu'elle avait construit, Rebecca réalisa que même les personnes les plus fortes ont leurs limites. Et Marcus Williams avait trouvé le leur. Le lendemain matin, Dorothy devait comparaître au tribunal pour l'audience de tutelle d'urgence. Au lieu de cela, elle se réveilla et découvrit la voiture de Marcus garée dans son allée et un camion de déménagement stationné de l'autre côté de la rue. Il a frappé à sa porte à 7 heures du matin, tenant un autre jeu de documents juridiques. Tante Dorothy, j'ai parlé à mon avocat, et nous avons trouvé une solution qui sera meilleure pour tout le monde, dit-il d'une voix douce qui donna la chair de poule à Rebecca. Samuel aura besoin de soins médicaux de longue durée que vous ne pouvez pas lui prodiguer à domicile. J'ai pris des dispositions pour son transfert à Heritage Manor, le meilleur établissement de soins pour personnes âgées de la région. Il dispose d'une unité de soins spécialisée dans les troubles de la mémoire et d'une équipe médicale complète. Dorothy le fixa du regard. Tu veux placer Samuel dans une maison de retraite. Je veux que Samuel reçoive les soins dont il a besoin. Et je veux que vous soyez libérés du fardeau de la gestion de cette propriété et de toutes ses complications juridiques. Marcus lui tendit les documents. Il s'agit d'une convention de tutelle volontaire. Vous me cédez la responsabilité des décisions médicales de Samuel et je m'occuperai de tout. La maison, les questions juridiques, absolument tout. Vous pourrez rendre visite à Samuel aussi souvent que vous le souhaitez. Et il y a une charmante résidence pour personnes âgées juste à côté de Heritage Manor où vous aurez votre propre appartement. Rebecca lut par-dessus l'épaule de Dorothy et sentit son sang se glacer. Ces documents ne concernaient pas seulement la tutelle. Ils impliquaient une capitulation totale. Dorothy renoncerait à tous ses droits sur la maison, à toute autorité légale sur les soins de Samuel et à tout pouvoir de décision concernant leur propre vie. Et si je ne signe pas? Le visage de Marcus se durcit légèrement. Ensuite, nous passons aux audiences du tribunal. Samuel est déclaré incapable, vous êtes visé par une enquête pour maltraitance envers une personne âgée, et vos enfants sont accusés d'exploitation financière. Tout le monde y perd. Il désigna le camion de déménagement. J'ai déjà fait emballer vos effets personnels et les faire transférer dans un logement temporaire. Le déménagement peut se faire aujourd'hui, proprement et discrètement, avec un minimum de perturbations. Dorothy regarda les papiers, puis le camion de déménagement, puis Rebecca. Et Samuel? Je peux voir Samuel? Bien sûr. Heritage Manor a des politiques de visite très flexibles. Ce que Marcus n'a pas dit, mais que Rebecca a immédiatement compris, c'est que ces modalités de visite seraient soumises à son approbation en tant que tuteur légal de Samuel. Il offrait à Dorothy l'illusion d'une relation continue tout en gardant un contrôle total sur les moments et les conditions de ses visites à son mari. C'était génial, cruel et parfaitement légal. Dorothy tenait les papiers de main, qui tremblaient légèrement. Puis-je y réfléchir? L'offre expire à 17 heures aujourd'hui, a répondu Marcus. Après cela, nous entamerons la procédure judiciaire. Tandis que Marcus s'éloignait en voiture, Dorothy s'affala sur son canapé et fixa du regard les documents qui allaient mettre fin à la vie qu'elle et Samuel avaient construite ensemble. Il va gagner, dit-elle doucement. Il a isolé Samuel, je suis sous enquête et vous, les enfants, êtes traités de criminels. Même si nous nous battons et que nous parvenons à nos fins, que restera-t-il? Samuel à l'hôpital, moi accusé de fraude, et vous tous confrontés aux conséquences juridiques? Rebecca avait envie de se disputer, de se battre, de rallier sa famille pour un dernier combat. Mais en observant la maison qui avait été son refuge, désormais envahie par les enquêteurs et menacée par des poursuites judiciaires, elle comprit que Dorothy avait peut-être raison. Parfois, ceux qui détiennent le pouvoir l'emportent. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, des familles sont détruites par ceux qui savent mieux manipuler le système que ceux qui savent écouter leur cœur. À 16h30, Dorothy Williams a signé l'accord de tutelle volontaire. À 18h, le camion de déménagement avait chargé 40 ans de souvenirs et s'était éloigné. À 20h, Dorothy était assise dans un appartement impersonnel de la résidence pour personnes âgées Sunset Senior Living, seule pour la première fois en 52 ans de mariage. Et Rebecca se tenait là,
dans la maison vide où elle avait appris ce que signifiait la famille, regardant Marcus Williams changer les serrures de la porte. 3 jours après que Dorothy a signé l'accord de tutelle volontaire, Rebecca a reçu un appel téléphonique qui a tout changé. C'était Amanda, qui appelait de Heritage Manor à 6h42 du matin, et sa voix tremblait de rage. « Rebecca, tu dois venir ici immédiatement. Amène tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Il le sédate. Marcus a autorisé un traitement médicamenteux qui maintient Samuel à peine conscient. Quand j'ai essayé de lui rendre visite hier, ils ont dit que Samuel était agité et avait besoin d'une gestion comportementale. » Rebecca sentit son estomac s'enouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils le maintiennent sous contrôle chimique pour qu'il ne puisse pas se défendre ni poser de questions sur ce qui est arrivé à Dorothy. Rebecca, ce n'est pas des soins médicaux. C'est de l'emprisonnement. 2 heures plus tard, les enfants Williams étaient de nouveau réunis, mais cette fois, leur énergie était différente. La défaite d'il y a 3 jours avait laissé place à une détermination plus forte et plus concentrée. Michael avait conduit toute la nuit depuis Atlanta. David avait pris le premier vol depuis Seattle. Jennifer avait réorganisé tous ses dossiers. Mais c'est Carlos qui a apporté la nouvelle qui a transformé leur chagrin en moteur d'action. J'ai fait quelques recherches sur les finances de Marcus, dit Carlos en étalant des documents sur la table de la chambre d'hôtel de Rebecca. Devine ce que j'ai trouvé. Il brandit des relevés bancaires qui firent se pencher l'assemblée. Marcus Williams traverse de graves difficultés financières depuis 18 mois. Son entreprise est au bord de la faillite, il a des retards de paiement sur son prêt hypothécaire et il doit environ 80 000 $ d'arriérés d'impôts. Comment avez-vous obtenu ces relevés bancaires? Demanda Jennifer. Non, répondit Carlos avec un sourire amer. Mais j'ai obtenu les documents publics concernant ses dettes fiscales, ses défauts de paiement sur ses prêts commerciaux et ses déclarations de faillite. Cette expulsion n'a rien à voir avec les droits de propriété familiale. Il s'agit d'un homme désespéré qui tente d'éviter la ruine. Michael examinait les documents. Ça change tout. Si Marcus est au bord de la faillite, alors sa motivation pour prendre la maison n'est pas l'héritage. C'est la survie. Plus que cela, a ajouté David. S'il a planifié cette appropriation immobilière tout en dissimulant ses problèmes financiers, cela pourrait constituer une fraude. Mais Jennifer était préoccupée par autre chose. Rebecca, tu as dit que Dorothy pouvait rendre visite à Samuel à Heritage Manor. As-tu vraiment essayé de le voir? Marcus a déclaré que les règles relatives aux visites étaient flexibles. D'accord, mais avez-vous essayé? Rebecca ressentit un frisson de réalisation. Depuis la signature de l'accord par Dorothy, 3 jours auparavant, ils s'étaient tous tellement concentrés sur les stratégies juridiques et les enquêtes financières qu'aucun d'eux n'avait réellement tenté de rendre visite à Samuel. 1 heure plus tard, Rebecca et Amanda se tenaient dans le hall de Heritage Manor, face à une réceptionniste visiblement mal à l'aise avec leur demande. « Je suis désolée, mais M. Williams n'est autorisé à recevoir que les visites des membres de sa famille proche, » expliqua la réceptionniste. « Nous sommes de la même famille proche, » a répondu Amanda. « Je suis sa fille. »« Madame, j'ai des instructions précises. Seul M. Marcus Williams et ses frères et sœurs sont autorisés à vous rendre visite. » Rebecca sentit les pièces du puzzle s'assembler avec une horrible clarté. « Et Dorothy? Sa femme ?» La réceptionniste consulta son écran d'ordinateur. « Madame Dorothy Williams est... Laissez-moi voir. Elle est répertoriée comme visiteuse non autorisée en attente d'évaluation. » Une visiteuse non autorisée? La voix d'Amanda monta dangereusement. C'est sa femme depuis 52 ans. Je comprends votre frustration, mais ce sont les instructions du tuteur. Rebecca et Amanda échangèrent un regard. Marcus n'avait pas seulement pris le contrôle des décisions médicales de Samuel. Il avait utilisé cette autorité pour l'isoler complètement de tout ce qu'il aimait, y compris sa propre femme. « Je veux parler à votre administrateur », a exigé Amanda. Immédiatement. 20 minutes plus tard, ils étaient assis en face de Linda Morrison, la directrice administrative de Heritage Manor, qui semblait profondément mal à l'aise face à la situation. « Dr. Chen, je comprends vos inquiétudes, » dit Linda. « Mais M. Marcus Williams est sous tutelle légale, et ses instructions sont très précises. Il craint que M. Samuel Williams ne soit manipulé par des personnes se faisant passer pour des membres de sa famille. »« Je fais partie de la famille, » dit Amanda d'une voix douce.
Samuel Williams m'a accompagné jusqu'à l'hôtel le jour de mon mariage. Il m'a appris à conduire. Il m'a tenu la main quand j'avais 8 ans et que je pleurais parce que mes parents biologiques étaient morts et que personne ne voulait de moi. L'expression de Linda s'adoucit légèrement, mais elle secoua la tête. Je suis désolée. Je n'y peux rien. C'est alors que Rebecca prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Je veux consulter le dossier médical, a-t-elle déclaré. Je ne peux pas les diffuser sans. Vous pouvez les confier au docteur Chen, interrompit Rebecca. C'est une médecin agréée qui a des préoccupations médicales légitimes concernant les soins prodigués à un patient. Amanda a tout de suite compris. En tant que professionnelle de la santé, je demande un examen du traitement médicamenteux actuel de Samuel Williams afin de déceler tout signe de contention chimique inappropriée. Linda Morrison se trouvait prise entre les exigences de la tutelle légale et les normes professionnelles médicales. Après une consultation tendue avec le conseiller juridique de l'établissement, elle a accepté qu'Amanda consulte le dossier médical de Samuel. Ce qu'Amanda découvrit la fit pâlir. C'est de la maltraitance médicale, a-t-elle déclaré sans ambages. Il prend 3 antipsychotiques différents, plus un sédatif. Cette combinaison plongerait n'importe qui dans un état quasi végétatif. Monsieur Marcus Williams a déclaré que son oncle était agité et confus, a expliqué Linda. Une agitation et une confusion qui l'empêchent opportunément de prendre la moindre décision concernant ses propres soins ou de poser des questions sur l'endroit où se trouve sa femme, répondit froidement Amanda. Rebecca fixait la liste des médicaments quand soudain, une idée lui vint. Amanda, que se passe-t-il si Samuel ne prend pas ses médicaments? Dans les 24 à 48 heures, il serait alerte et orienté. Probablement désorienté quant à ce qui lui est arrivé, mais mentalement lucide. Et juridiquement capable de prendre ses propres décisions. Amanda acquiesca. S'il a été immobilisé chimiquement sans justification médicale, alors son évaluation de sa capacité mentale est invalide. On ne peut pas déclarer une personne mentalement inapte sur la base de symptômes causés par un traitement médicamenteux inapproprié. C'est alors que le téléphone de Jennifer sonna. C'était Dorothy, qui appelait de son appartement à la résidence pour personnes âgées Sunset Senior Living. Jennifer, ma chérie, il faut que je te dise quelque chose, dit Dorothy d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. J'ai fait une erreur. Que veux-tu dire? J'ai laissé la peur me faire abandonner. J'ai laissé Marcus me convaincre que vous protéger, vous les enfants, était plus important que de me battre pour ce qui est juste. Mais hier soir, assise dans ce petit appartement, j'ai réalisé quelque chose. Jennifer a mis le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. J'ai compris qu'apprendre aux enfants à se soumettre face aux menaces de personnes influentes n'est pas une protection, c'est une trahison. Samuel et moi avons passé 40 ans à montrer aux enfants qu'ils méritaient qu'on se batte pour eux, que l'amour ne renonce jamais, que la famille, c'est rester unie même dans l'adversité. La voix de Dorothy s'élevait à chaque mot. Je ne peux pas voir Samuel. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux même pas appeler mon mari. Et vous, les enfants, vous êtes traités comme des criminels parce que vous nous aimez. Ce n'est pas protéger la famille. C'est la détruire. Rebecca sentit des larmes couler sur son visage. Dorothy, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je veux me battre. Je dis que je veux récupérer mon mari. Je dis que Marcus Williams n'a aucune idée de qui il affronte vraiment, car il n'a jamais compris de quoi cette famille est faite. Jennifer avait déjà sorti son bloc-notes. Dorothy, si vous voulez annuler l'accord de tutelle, il faut agir vite. Nous avons besoin de preuves que vous avez signées sous la contrainte, de la preuve que l'évaluation de l'incapacité de Samuel était invalide et de documents attestant d'une fraude financière. Nous avons tout cela, a déclaré Michael. Carlos a découvert les problèmes financiers de Marcus. Amanda a découvert les abus médicaux. Je peux prouver que la tutelle a été obtenue par fausse déclaration. Mais Rebecca voyait plus loin. Il nous faut plus que des arguments juridiques. Nous devons montrer à la communauté ce qui s'est réellement passé. Il faut que cette affaire dépasse le cadre de notre seule famille. C'est alors que le téléphone de David vibra. Un SMS le fit sourire pour la première fois depuis des jours. Rebecca, tu te souviens de Madame Henderson, la voisine d'à côté? Celle qui parlait à Patricia du fait que les Williams étaient probablement exploités? Waze. Elle vient de m'envoyer un texto. Elle veut m'aider. Comment aider? David leur montra le message. J'ai observé ce qui arrive à Sam et Dorothy. Ce n'est pas normal.
J'ai des caméras de sécurité qui ont enregistré les conversations de Marcus avec Patricia. Vous devez voir ces enregistrements. Rebecca sentit quelque chose changer en elle. Pas seulement de l'espoir, mais une prise de conscience. C'était le moment pour lequel Dorothy les avait préparés toute leur vie. C'était ça, être une famille. Ne pas céder face aux menaces des puissants, mais choisir de se battre pour ce qui comptait. D'accord, dit-elle en regardant ses frères et sœurs. Dorothy a raison. Marcus ne sait pas contre qui il se bat. Il croit avoir affaire à un groupe dispersé d'anciens enfants placés qui abandonneront dès que les choses se compliqueront. Elle se leva, sentant sa voix retrouver sa force après des jours d'absence. Il va bientôt comprendre que Dorothy et Samuel Williams n'ont pas seulement élevé des enfants. Ils ont élevé des battants. Ils ont élevé des gens qui comprennent qu'aimer, c'est être présent, quoi qu'il arrive. Jennifer prenait déjà des notes. Il faudra coordonner soigneusement nos efforts. Recours juridique, plaidoyer médical, stratégie médiatique, soutien communautaire. Et il va falloir agir vite, ajoutait Amanda. Plus Samuel restera longtemps sous ses médicaments, plus la situation deviendra dangereuse. Rebecca regarda chacun de ses frères et sœurs, puis le téléphone où Dorothy attendait. On fait vraiment ça? On va vraiment s'attaquer à Marcus Williams et à tous ceux qui le soutiennent? Chérie, dit la voix de Dorothy à travers le haut-parleur, nous nous préparons à ce combat depuis toujours. Nous ne le savions tout simplement pas encore. Cet après-midi-là, les enfants Williams firent un choix qui allait déterminer non seulement le destin de Samuel et Dorothy, mais aussi le sens même de la famille. Ils ont choisi de se battre. Et Marcus Williams était sur le point de découvrir que 40 années passées à bâtir une famille fondée sur l'amour, le sacrifice et une loyauté sans faille avaient créé quelque chose de bien plus puissant qu'il ne l'avait jamais imaginé. La guerre allait commencer pour la famille Williams. Le plan qu'ils ont élaboré cet après-midi-là était audacieux, risqué, et correspondait exactement au genre d'effort familial coordonné que Dorothy et Samuel leur avaient appris à mettre en œuvre tout au long de leur vie. Les images de vidéosurveillance de Madame Henderson ont fourni la preuve irréfutable dont ils avaient besoin. Les enregistrements montraient Marcus et Patricia en pleine conversation, évoquant la planification de l'expulsion afin qu'elle coïncide avec la fragilité médicale de Samuel, la manipulation de la couverture d'assurance pour créer une crise sanitaire, et plus accablant encore, l'utilisation du diabète de Samuel contre lui pour le discréditer. Si on arrive à rendre l'oncle Sam suffisamment malade et désorienté, le tribunal sera obligé de nous confier sa tutelle, disait clairement la voix de Marcus sur l'enregistrement. Alors on contrôlera tout. La maison, les décisions médicales, qu'il pourra voir. Mais Madame Henderson avait également enregistré autre chose. Elle avait filmé une rencontre entre Marcus et Linda Hartwell, 3 semaines avant la signification de l'avis d'expulsion, où ils élaboraient toute la stratégie juridique en fonction de leur désespoir financier plutôt que de leurs préoccupations familiales. Il faut que ce bien soit liquidé sous 60 jours, a-t-on entendu dire Marcus. Mes créanciers n'attendront pas plus longtemps. Les enregistrements étaient accablants, mais Jennifer savait qu'il leur fallait plus que des preuves audio. Il leur fallait Samuel lui-même, alerte et lucide, pour témoigner de ce qu'il avait subi. C'est alors qu'Amanda a pris une décision qui aurait pu lui coûter son droit d'exercer la médecine. Jeudi matin à 3 heures, elle a utilisé ses titres de médecin pour accéder à Heritage Manor pour ce qu'elle a documenté comme une « consultation médicale d'urgence » concernant le traitement médicamenteux de Samuel. Ce qu'elle découvrit dans la chambre de Samuel lui brisa le cœur et renforça sa détermination. Samuel était conscient, mais profondément sédaté, le regard vide, fixant le plafond. Lorsqu'il aperçut Amanda, une lueur de reconnaissance traversa brièvement son visage. Amanda. Sa voix était pâteuse et confuse. Où est Dorothy? Où suis-je? Papa, tu es dans un établissement de soins. Marcus t'a fait placer ici. Te souviens-tu avoir signé des papiers pour accepter cela? Samuel essaya de se redresser, mais il eut du mal à y parvenir. Marcus? Je ne comprends pas Dorothy. Où est Dorothy? Amanda a entamé une démarche qui, elle le savait, mettrait fin à son implication dans les soins médicaux officiels de Samuel, mais qui pourrait potentiellement lui sauver la vie. Elle a consigné dans son dossier que son traitement médicamenteux actuel semblait provoquer des effets indésirables sur ses fonctions cognitives et a recommandé une réduction immédiate des médicaments psychoactifs. Elle fit alors quelque chose qui enfreignait le protocole, mais qui respectait tout ce que Samuel et Dorothy lui avaient appris sur la défense de la famille. Elle prit discrètement les médicaments du soir de Samuel au lieu de les lui administrer. Jeudi soir,
Samuel était nettement plus alerte. Vendredi matin, il posait des questions cohérentes sur l'endroit où se trouvait Dorothy et exigeait de voir les documents légaux qu'il était censé avoir signés. C'est alors que l'administrateur de Heritage Manor appelait Marcus pour signaler que Samuel devenait agité et peu coopératif, et demandait une rencontre immédiate avec sa femme et ses enfants. La réaction de Marcus était exactement celle qu'Amanda avait prédite, augmenter sa dose de médicaments. Il est clairement en pleine crise psychiatrique. Mais Linda Morrison observait la situation avec un malaise croissant, et le dossier médical d'Amanda avait soulevé des inquiétudes qu'elle ne pouvait ignorer. Au lieu de suivre les instructions de Marcus, elle demanda une évaluation psychiatrique indépendante. Le docteur Robert Shen, sans lien de parenté avec Amanda, est arrivé vendredi après-midi et a trouvé Samuel Williams assis droit dans son lit, l'esprit clair et furieux de sa situation. « Monsieur Williams, je suis le docteur Shen. On m'a demandé d'évaluer votre état mental. Pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes ? Nous sommes en 2025, je suis Samuel Williams, j'habite au 847, rue Maple avec ma femme Dorothy, et quelqu'un m'a kidnappé et me retient contre mon gré tout en me droguant jusqu'à ce que je perde connaissance. » Le docteur Shen a passé 2 heures avec Samuel et a conclu qu'il ne présentait aucun signe de démence, d'incapacité mentale ou de maladie psychiatrique. Son évaluation précédente, réalisée alors qu'il était sous forte médication, était médicalement invalide. Lorsque Marcus a reçu le rapport du docteur Shen vendredi soir, il a commis une erreur capitale. Au lieu d'accepter que sa tutelle allait être contestée en justice, il s'est obstinément entêtement. Samedi matin, il est arrivé à Heritage Manor muni d'une ordonnance du tribunal exigeant le transfert immédiat de Samuel dans un établissement psychiatrique fermé pour évaluation et traitement intensif. Mais Marcus ignorait que Rebecca avait collaboré avec l'équipe d'enquête de la chaîne 7, et que Maria Santos préparait un reportage sur les abus envers les personnes âgées dans les affaires de tutelle. Il ignorait également que Dorothy avait passé l'après-midi de vendredi à rencontrer Madame Lenderson et 6 autres voisins qui avaient été témoins d'activités suspectes aux alentours de la propriété des Williams au cours des derniers mois. Plus important encore, il ignorait que les enfants adultes de Samuel avaient utilisé leur réseau professionnel pour s'assurer que les événements du samedi matin seraient suivis par bien plus que les seuls membres de la famille. Samedi matin à 10 heures, alors que Marcus arrivait à Heritage Manor avec une équipe de transport psychiatrique, il constata que le parking était rempli de voitures qu'il ne reconnaissait pas. Le fourgon de reportage de la chaîne 7 était garé bien en évidence près de l'entrée. Un groupe de voisins était rassemblé devant la porte d'entrée. Et dans le hall se tenaient 11 adultes qui semblaient prêts à en découdre. Marcus l'appela Jennifer lorsqu'il entra dans le bâtiment. « Ça tombe à pic. Nous espérions justement pouvoir vous parler. » Marcus jeta un coup d'œil autour du hall, visiblement déconcerté par la présence des médias et des membres de la communauté. « Que se passe-t-il ici ? » « Nous sommes ici pour ramener Samuel à la maison, » a simplement déclaré Rebecca. « Mais avant cela, il y a certaines choses que la communauté doit comprendre concernant ce que vous avez fait à notre famille. » Maria Santos s'avança avec son équipe de tournage. « Monsieur Williams, nous avons obtenu des enregistrements audio de vos conversations concernant les biens et les soins médicaux de votre oncle. Souhaiteriez-vous répondre aux accusations selon lesquelles vous auriez systématiquement maltraité et escroqué vos proches âgés ? » Marcus Apolli. Ces enregistrements sont des conversations privées prises sans consentement. En fait, dit Michael en s'avançant avec des documents légaux, ces enregistrements ont été effectués par une voisine sur sa propre propriété, documentant des activités suspectes qui l'inquiétaient. C'est parfaitement légal. C'est alors que Madame Henderson émergea de la foule. À 78 ans, elle imposait l'attention dès qu'elle prenait la parole. « Je suis la voisine de Sam et Dorothy Williams depuis 23 ans, annonça-t-elle d'une voix claire qui résonna dans le hall. Je les ai vus élever des dizaines d'enfants avec amour et patience. J'ai vu ces enfants devenir médecins, avocats, chefs d'entreprise et des personnes formidables. » Elle se tourna vers Marcus droit dans les yeux. « Et je vous ai vu passer les derniers mois à planifier leur destruction pour de l'argent. J'ai tout enregistré et j'en ai remis des copies à la police, au procureur et aux médias. » Marcus semblait piégé, entouré de preuves de sa fraude et face à une salle remplie de personnes qui comprenaient parfaitement ce qu'il avait fait. Mais c'est Samuel lui-même qui porta le coup final. Amanda l'avait aidé à s'habiller, et il apparut alors dans l'embrasure de la porte du hall, appuyé sur un déambulateur mais visiblement alerte et orienté. En le voyant, Dorothy quitta le groupe et se précipita à ses côtés. Leurs retrouvailles, après 5 jours de séparation forcée,
ont été filmés par les caméras de Channel 7 et sont devenus par la suite une vidéo virale visionnée par des millions de personnes. « Samuel » murmura Dorothy en lui touchant le visage de ses mains tremblantes. « Ça va ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« Ils m'ont drogué, mon amour », répondit Samuel d'une voix forte malgré sa faiblesse physique. « Ils m'ont tellement sédaté que je ne pouvais plus réfléchir clairement, je ne pouvais plus te demander après toi, je ne pouvais plus me défendre. » Il regarda Marcus droit dans les yeux. « Mais je réfléchis clairement maintenant, et je veux que tout le monde comprenne ce qui s'est passé ici. » Le témoignage de Samuel, livré spontanément dans le hall de Heritage Manor et diffusé en direct sur les réseaux sociaux, était accablant et exhaustif. Il a décrit les faux documents d'héritage, la manipulation financière systématique, l'ingérence délibérée dans ses soins médicaux et la séparation forcée d'avec Dorothy. Marcus m'a convaincu de signer des papiers que je ne pouvais pas lire correctement à cause de mes crises d'hypoglycémie, a déclaré Samuel. Il m'a dit que Dorothy serait prise en charge, que nous serions toujours ensemble. Au lieu de cela, il me drogue tout en essayant de nous voler notre maison et de détruire notre famille. Le docteur Chen, qui avait procédé à l'évaluation de la capacité de Samuel, s'est adressé aux médias. Monsieur Samuel Williams ne présente aucun signe d'incapacité mentale. Son évaluation précédente a été réalisée alors qu'il était sous l'influence de médicaments psychoactifs inappropriés. Toute décision de justice fondée sur cette évaluation doit être considérée comme nulle. Marcus reculait vers la sortie, lorsque Carlos s'avança avec les documents financiers qui anéantirent le peu de crédibilité qui lui restait. « Avant ton départ, Marcus, la communauté doit savoir pourquoi tu convoitais tant la maison de Samuel et Dorothy, » annonça Carlos. « Tu es au bord de la faillite. Tu dois 80 000 $ d'arriérés d'impôts. Ton entreprise est en difficulté et tu devais liquider leurs biens pour éviter la ruine. » La révélation que les actes de Marcus étaient motivés par un désespoir financier personnel plutôt que par la préoccupation pour ses parents âgés a provoqué une vague de murmures de colère parmi les voisins rassemblés. Mais c'est Jennifer qui a porté le coup de grâce sur le plan juridique. « Marcus Williams, vous recevez une assignation en référé pour la levée de la tutelle, ainsi que des accusations de maltraitance envers une personne âgée, d'exploitation financière et de fraude, » annonça-t-elle en lui tendant un épais dossier juridique. Vous avez systématiquement maltraité 2 personnes âgées, volé leurs biens grâce à de faux documents et utilisé le système judiciaire pour commettre des crimes contre des adultes vulnérables. Marcus scruta désespérément le hall, cherchant du soutien ou une issue. Il ne trouva ni l'un ni l'autre. Linda Hartwell, son avocate très coûteuse, était remarquablement absente. Rebecca apprit plus tard que Linda s'était retirée de l'affaire vendredi après-midi, après avoir écouté les enregistrements audio et réalisé que sa cliente lui avait menti sur des faits essentiels. « Ce n'est pas fini », a déclaré Marcus, mais sa voix manquait de conviction. « En effet », répondit Michael. « Samuel et Dorothy rentrent chez eux aujourd'hui. La maison appartient à Samuel selon le testament original, que nous avons fait authentifier. Votre tutelle est levée. Et vous êtes poursuivi au pénal, ce qui pourrait vous valoir une peine d'emprisonnement. » Alors que Marcus quittait Heritage Manor, il était suivi par des caméras de télévision et une foule de voisins qui comprenaient désormais exactement quel genre de personne il était vraiment. Samuel et Dorothy Williams, quant à eux, étaient entourés de leurs enfants, de leur communauté et d'un amour qui avait survécu à la pire épreuve qu'ils aient jamais subie. L'histoire qui avait commencé par un avis d'expulsion avait pris une toute autre ampleur. Elle était devenue la preuve qu'une famille fondée sur l'amour et le choix pouvait être plus forte qu'une famille définie par les liens du sang et la loi. Elle était devenue la preuve que, parfois, les personnes qui paraissent les plus vulnérables sont en réalité les plus fortes, car elles ont consacré leur vie à bâtir quelque chose que ni les documents légaux ni les pressions financières ne peuvent détruire. Plus important encore, cela avait démontré que lorsqu'une communauté comprend à quoi ressemble une véritable famille, la justice devient inévitable. Marcus Williams avait tenté de détruire la famille Williams. Au lieu de cela, il l'avait rendue plus forte, l'avait réunie et avait montré au monde entier ce que l'amour inconditionnel pouvait accomplir. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car Samuel et Dorothy Williams rentraient chez eux, et leur vraie vie ne faisait que commencer. La restauration de la maison de Samuel et Dorothy Williams sur Maple Street a donné lieu à une fête communautaire qui a duré 3 jours et a changé le quartier à jamais. Dimanche après-midi, le jardin, envahi par les enquêteurs et les menaces de poursuites judiciaires une semaine plus tôt, accueillait ce que Dorothy qualifiait de « plus belle réunion de famille » qu'elle ait jamais vécue. Des tables empruntées à l'église recouvraient la pelouse, chargées de plats apportés par les voisins désireux de témoigner leur soutien.
Dans le jardin, des enfants placés en famille d'accueil jouaient tandis que leurs travailleurs sociaux discutaient avec Samuel et Dorothy du programme de mentorat qu'ils envisageaient de mettre en place. Mais le moment le plus émouvant survint lorsque Tommy Morrison, le premier enfant placé en famille d'accueil que Samuel et Dorothy avaient accueilli 43 ans plus tôt, se leva pour s'adresser à la foule rassemblée en leur honneur. « J'avais 8 ans quand ma mère m'a abandonné dans une station-service », dit Tommy, sa voix portant clairement à travers la cour. L'assistante sociale qui m'a amené ici a prévenu Samuel et Dorothy que certaines personnes ne comprendraient pas qu'une famille noire accueille un enfant blanc. La réponse de Dorothy fut simple. Ce bébé a besoin d'amour. Nous avons de l'amour à donner. Le reste n'est que du bruit. Tommy désigna du doigt la foule hétéroclite de voisins, d'anciens enfants placés en famille d'accueil et de membres de la communauté. En regardant autour de nous aujourd'hui, je crois que nous pouvons affirmer sans hésiter que Dorothy avait raison. L'amour est plus fort que le bruit. Les conséquences juridiques pour Marcus Williams se sont rapidement et radicalement manifestées. Les enregistrements audio fournis par Madame Henderson ont servi de preuve dans une procédure pénale qui a abouti à des accusations de maltraitance envers une personne âgée, d'exploitation financière, de fraude et de complot. Sa tentative de manipuler les lois sur la tutelle à des fins d'enrichissement personnel a constitué une violation de plusieurs lois fédérales et étatiques. Jérôme Williams a perdu 3 contrats commerciaux importants dans la semaine qui a suivi la diffusion virale de l'affaire, ses clients refusant d'être associés à une personne dont la famille avait maltraité des personnes âgées. Patricia a fait l'objet de sanctions professionnelles de la part de son employeur, une association à but non lucratif venant en aide aux populations vulnérables, après que des conversations enregistrées ont révélé des attitudes incompatibles avec leur mission. Mais la conséquence la plus appropriée est peut-être venue d'une source inattendue. On découvrit que les terres agricoles du Kentucky dont la mère de Marcus avait hérité à la place de la maison de Maple Street contenaient des droits miniers d'une valeur bien supérieure à celle de la propriété de banlieue qu'il avait tenté de s'approprier. Ces droits, qui appartenaient légalement à Samuel selon le testament authentique de son père, garantiraient à Samuel et Dorothy une sécurité financière à l'abri du besoin. Le désespoir de Marcus pour éviter la faillite l'avait conduit à commettre de multiples délits pour acquérir des biens qui valaient moins que ceux qu'il possédait déjà légalement, mais dont il n'avait jamais pris la peine de vérifier la valeur. 6 mois plus tard, la famille Williams a célébré le 74e anniversaire de Dorothy lors d'une réunion qui comprenait 47 anciens enfants placés en famille d'accueil, 32 petits-enfants qu'ils avaient accueillis par le biais de mariage et d'adoption, et des voisins qui étaient devenus une famille élargie à la suite de la crise qui les avait réunis. L'état de santé de Samuel s'était complètement stabilisé une fois qu'il avait cessé de prendre les médicaments inappropriés et qu'il avait repris un suivi adapté à son diabète. Amanda avait fait en sorte que Samuel et Dorothy bénéficient tous deux d'examens médicaux complets et d'une coordination continue des soins afin de leur permettre de vieillir chez eux en toute sécurité et dans le confort. L'entreprise de construction de David s'était portée volontaire pour rénover la maison de Maple Street, en modernisant les aménagements pour l'accessibilité et en effectuant les réparations nécessaires pour répondre aux besoins changeants de Samuel et Dorothy. Le projet est devenu un effort collectif, les voisins participant aux travaux et les entreprises locales faisant don de matériaux. Michael a créé une clinique d'aide juridique spécialisée dans la protection des personnes âgées contre les abus de tutelle, s'appuyant sur son expérience de l'affaire Williams pour identifier les signes avant-coureurs et les stratégies de prévention. La première affaire traitée par la clinique a permis de protéger un autre couple de personnes âgées contre des membres de leur famille qui tentaient d'exploiter les lois sur la tutelle à des fins financières. Jennifer a quitté son cabinet d'avocat d'affaires pour se consacrer exclusivement à la défense des familles, représentant des enfants placés en famille d'accueil, des familles adoptives et des structures familiales choisies qui remettent en question les définitions juridiques traditionnelles. Son travail de défense de la famille Williams a démontré que les relations fondées sur l'amour méritent la même protection juridique que les relations fondées sur les liens du sang. Mais c'est Rebecca qui a peut-être vécu la transformation la plus profonde. La semaine passée à se battre pour Samuel et Dorothy lui avait rappelé une chose qu'elle avait oubliée dans sa vie d'adulte réussie mais isolée. La famille, ce n'était pas seulement les personnes qui l'avaient sauvé enfant. C'était aussi continuer à se soutenir mutuellement tout au long de sa vie. Elle s'est réinstallée définitivement en ville, mettant son expertise en marketing au service des associations locales et coordonnant le réseau de mentorat initié par Samuel et Dorothy. La maison des Williams est devenue un lieu de soutien informel pour les familles d'accueil et un point d'ancrage pour les anciens enfants placés, leur permettant de maintenir le lien entre eux. L'histoire de la famille Williams a eu un retentissement bien au-delà de leur petite communauté. Les médias nationaux s'en sont emparés, l'utilisant pour mettre en lumière les problèmes liés aux abus de tutelle et l'importance des structures familiales choisies.
Plusieurs États ont revu leur législation en matière de tutelle après avoir constaté la facilité avec laquelle elle pouvait être détournée contre des adultes vulnérables. Mais, plus important encore peut-être, cette histoire a transformé la conception même de la famille. L'image de 11 adultes blancs, prospères et solidaires de leurs parents noirs âgés, défendant l'amour contre la loi, est devenue un symbole de ce que pourrait être une famille fondée sur le choix plutôt que sur l'obligation. 1 an après la tentative d'expulsion, Dorothy était assise sur le perron de sa maison, regardant Samuel s'occuper du jardin qu'ils avaient replanté ensemble, lorsqu'une assistante sociale est arrivée avec une nouvelle enfant placée en famille d'accueil. Maria, 8 ans, avait été ballottée de foyer en foyer pendant 2 ans, et son assistante sociale pensait que Samuel et Dorothy pourraient être disposés à l'accueillir temporairement. « Nous sommes trop vieux pour ça », dit doucement Samuel à l'assistante sociale. « Nous avons plus de 70 ans, et ces enfants méritent des familles qui peuvent s'engager pour leur avenir à long terme. » Mais tandis que Dorothy observait Maria par la fenêtre de la voiture, elle reconnut quelque chose de familier dans l'expression de l'enfant. La méfiance, la posture défensive, la façon dont elle se tenait, comme si elle s'attendait à être déçue. « Peut-être sommes-nous trop vieux pour être leur famille pour toujours, » dit lentement Dorothy. « Mais nous ne sommes pas trop vieux pour leur montrer à quoi ressemble l'amour, tout en les aidant à trouver leur famille pour toujours. » 3 jours plus tard, Maria jouait dans le jardin avec les enfants d'Amanda, tandis que Jennifer s'occupait des formalités juridiques pour accélérer la procédure d'adoption auprès de la famille pressentie pour accueillir Maria de façon permanente. La maison des Williams était devenue ce que Samuel appelait un « pont familial », aidant les enfants à passer de la crise à la stabilité grâce à un amour et un soutien constants. Le réseau de mentorat qu'ils avaient mis en place comptait désormais plus de 60 anciens enfants placés en famille d'accueil qui offraient bénévolement leur temps, leurs ressources et leur expertise pour soutenir les familles actuelles. Des professionnels de la santé comme Amanda assuraient la coordination des soins. Des juristes comme Michael et Jennifer proposaient des services de défense des droits. Des professionnels du monde des affaires comme David et Carlos offraient des formations professionnelles et des stages. Rebecca coordonnait le tout depuis son bureau aménagé dans ce qui était autrefois sa chambre d'enfance, gérant un programme qui, parti de la crise d'une famille, était devenu un modèle reproduit dans des communautés à travers le pays. L'approche de Williams en matière de construction familiale avait évolué au-delà des ménages individuels pour devenir un système de soutien communautaire garantissant qu'aucun enfant ne serait confronté seul au système et qu'aucune personne âgée ne serait vulnérable à l'exploitation. Un mardi soir tranquille, tandis que Dorothy préparait le dîner et que Samuel aidait Maria à faire ses devoirs à la table de la cuisine où des dizaines d'enfants placés en famille d'accueil avaient appris et grandi au fil des décennies, Rebecca repensait à ce qu'ils avaient construit ensemble. La maison de Maple Street était bien plus qu'une simple propriété. Elle était la preuve que l'amour pouvait créer quelque chose de plus fort que la loi, de plus durable que les liens du sang, et de plus puissant que l'argent. Elle témoignait que l'on pouvait choisir sa famille, que la loyauté se méritait, et que la communauté pouvait triompher de l'avidité individuelle. Marcus Williams avait tenté de détruire ce que Samuel et Dorothy avaient bâti, car il n'en comprenait pas la valeur. Il avait vu un couple âgé sans enfants et les avait crus sans défense. Il avait observé leur mode de vie modeste et les avait considérés comme démunis. Il avait constaté leur dévouement envers les autres et les avait pris pour des naïfs quant à leur propre protection. Il s'était trompé sur toute la ligne. La famille que Samuel et Dorothy avaient bâtie pendant 40 ans, en élevant avec amour des enfants que personne d'autre ne voulait, était devenue un réseau d'adultes accomplis et dévoués, qui savaient que la famille impliquait d'être présent, quoi qu'il arrive. Le couple qu'il avait pris pour des personnes âgées impuissantes avait passé des décennies à construire quelque chose qu'aucun document légal ne pouvait voler, manipuler ou détruire. Ils avaient créé l'amour. Et l'amour, il s'est avéré, était la force la plus puissante autour de laquelle on pouvait bâtir une vie. Ce soir-là, tandis que Rebecca abordait Maria, elle repensait à la conversation qui avait déclenché toute cette crise. Marcus demandant à Dorothy où ils iraient s'ils perdaient la maison. La réponse de Dorothy avait été simple alors, et elle restait vraie aujourd'hui. Ils iraient là où se trouvait la famille. Et la famille, Rebecca l'avait appris, n'était pas un lieu qu'on pouvait perdre. C'était quelque chose qu'on portait en soi, quelque chose qui nous portait, quelque chose qui se manifestait quand on en avait le plus besoin. La famille Williams se sentait chez elle. Pas seulement dans la maison de Maple Street, mais aussi les uns dans les autres. Et ça, aucun avis d'expulsion ne pourrait jamais le leur enlever. Dehors, le quartier était calme, hormis le bruit des enfants qui jouaient dans les cours où les familles construisaient leur propre version de l'amour, leur propre définition du foyer, leur propre preuve que parfois, les familles les plus importantes sont celles que l'on choisit. Et dans la maison où tout a commencé, Samuel et Dorothy Williams planifiaient leurs 40 prochaines années ensemble,
entouré d'enfants qui avaient appris que l'amour valait la peine de se battre pour lui, de le choisir chaque jour et de le protéger de toutes ses forces. La crise qui avait menacé de détruire leur famille n'avait fait que la renforcer. Et l'amour qui avait sauvé tant d'enfants au fil des ans s'était finalement préservé de lui-même. Voilà à quoi ressemblait la victoire. Pas parfaite, pas facile, mais réelle, durable et d'une beauté que Marcus Williams ne pourrait jamais comprendre. Voilà ce que signifiait la famille.